C'est parti. Voilà. Alors tout d'abord, bonsoir. Alors ravi d'être là ce soir dans cette forme hybride qui est très intéressante. Alors ce que je voudrais vous présenter ce soir, c'est en fait une enquête sociologique qui va faire partie d'un ouvrage qui sortira fin 2025, 2020, début 2026, nous l'espérons, qui est mené à la fois par des chercheurs indépendants et des enseignants donc d'Italie, d'Allemagne et de l'Angleterre. Donc de 5 universités et les enseignants, des chercheurs indépendants ne sont plus affiliés. Alors, c'est la guerre des 44 jours a été, pour certains collègues, un moment donc de réflexion sur la connectivité de cette diaspora arménienne qui a semblé très connectée un peu partout dans le monde. Donc, nous sommes réunis à partir de la première semaine du conflit. Ça a été des Zooms, bien évidemment, et nous nous sommes posé la question, évidemment, de qu'est-ce qui se disait sur des supports de réseaux sociaux, essentiellement Facebook et Twitter. Qu'est-ce que cela pouvait dire sur une forme de militance? Qu'est-ce que cela pouvait dire sur les attentes ou les réactions des Arméniens durant cette guerre? Alors moi, je me suis évidemment cantonné à la diaspora ou aux diasporas. Alors je vais préciser aussi parce qu'effectivement, il y a eu la et les diasporas. Donc la diaspora arménienne, évidemment, je préférerais moi le pluriel, les diasporas. Il y a une diaspora historique française issus du génocide. Ensuite, il y a la diaspora enfin, qui arrive dans les années 70-80, qui est essentiellement du Moyen-Orient, y compris de l'Iran. Et ensuite, il y a la diaspora dite des Ayastansi, qui appartient finalement plus au fait à un flux migratoire à une diaspora victimaire. Donc voilà pour cette approche de la ou des les diasporas. Donc mon but a été d'avoir d'abord une collecte de données qui a été faite pour moi sur deux réseaux, Facebook qui a un public, on va dire, plus âgé, et Twitter qui était le réseau, enfin qui s'appelle X maintenant, mais Twitter qui était le réseau, on va dire, plus engagé, plus virulent, plus politisé, où la classe d'âge était un peu différente. Donc ensuite, il y a une grille d'entretien qui a été une grille d'entretien semi-dirigée pour la première partie, donc avec un questionnement sur des infos, évidemment, informations sociodémographiques, l'âge, la lieu de naissance, la profession des parents, le niveau de diplôme, le parcours scolaire, le lieu de vie, milieu urbain, périurbain, rural, etc. Également, on a dans un entretien plus ouvert, on a fait parler les enquêtés de leurs parents, du niveau socioculturel des parents, de l'emploi qui était occupé par les parents, etc. Ensuite, c'est un questionnement sur les identités, les associations, les activités culturelles, avec aussi là un questionnement, une grille dirigée, mais aussi une grille semi-ouverte, notamment avec la notion de l'identité, avec une phrase qui va peut-être un peu vous étonner, mais vous sentez-vous arménien? Donc ça permet quand même à une large discussion. L'appartenance à des organisations ou à des associations, bien sûr. Est-ce qu'il y a une carrière professionnelle en rapport avec l'identité arménienne, avec le monde arménien? Les liens ensuite sur les liens communautaires, les pratiques, les mobilisations, les engagements. Donc, à la fois dans une grille dirigée, mais dans une grille aussi semi-ouverte, la notion de l'engagement. Êtes-vous engagé? Pourquoi votre engagement? Vous sentez-vous engagé au niveau communautaire, au niveau local? Trouvez-vous une proximité avec d'autres organisations? Donc, un panel de questions qui définissent, qui tentent de cadrer donc, ce lien communautaire, les pratiques et les mobilisations. Ensuite, la perception de la relation diaspora-État, qui a été assez fortement questionnée durant le conflit, mais ensuite dans toute la période post-conflit. Il faut dire que dans la temporalité, cela commence donc la première semaine à peu près de la guerre, en ce qui me concerne, jusqu'à 2023, où là, je décide donc d'arrêter l'ensemble du processus, donc pour passer plutôt à l'analyse. Alors, perception de la relation diaspora-État. Une des questions importantes a été, vous sentez-vous représenté? Et ensuite, la deuxième question, par qui? Donc, il y a un ensemble de questions, vous verrez au moment de l'analyse, qui sont assez surprenantes et assez intéressantes d'ailleurs.
notamment sur l'importance des liens communautaires que l'on déploie. Vous verrez qu'il y a aussi une importance entre le lien communautaire et la citoyenneté, qui n'est pas si évidente que ça. La capacité de dialogue des Arméniens de France, là aussi, ça a été mis en question. Ensuite, il y a eu des questions générales sur la politique, comme suivez-vous l'actualité internationale, en rapport avec l'Arménie ou pas, comment, prêtez-vous de l'importance à la politique globalement. Donc, toutes ces questions-là tournent autour de la politique. Ensuite, nous avons eu une gamme de questions sur l'évolution temporelle sur la vie communautaire, culturelle et associative. Les questions se posent étaient essentiellement sur l'évolution de la culture intracommunautaire. Comment était-elle perçue? Y avait-il des revendications communautaires qui n'étaient pas exprimées ou qui voulaient être exprimées? Sous quelle forme voulait-elle exprimée ou trouvait-elle de la place à l'être? Ensuite, un ensemble de questions qui a été posé sur ce que j'appellerais le nationalisme déterritorialisé, une sorte de communauté imaginaire entre l'Arménie, la France, et dans le fond, on leur demandait en termes de relations, quelles étaient en termes de relations avec le milieu associatif et l'État arménien, avait-il de la famille en Arménie, y a-t-il une demande de production culturelle pour des motifs autres que simplement, je dirais, le lien avec l'Arménie? Est-ce qu'on est en attente, par exemple, d'une culture qui soit une culture plus élargie, moins communautariste, hein, je ne dis pas communautaire, mais moins communautariste? Donc, on a vu cet ensemble de questions. Donc, la présentation des enquêtés, on a évidemment à partir d'âge, du genre, d'âge, des tranches d'âge, il y a eu 4 tranches d'âge, également des professions et des formations universitaires. Donc, il y a une diversité aussi socioculturelle. Alors, au départ, évidemment, le numérique, ça a été quelque chose qui a été surprenant pour nous, enfin du moins pour moi, ce n'est pas mon champ d'études qui est axé sur les minorités, et donc pas forcément sur l'utilisation du champ numérique. Mais là, effectivement, on s'est aperçu que dès le début de la guerre, aussi bien en Arménie que dans les diasporas du monde, il y a un investissement de cet espace. Alors, c'est un terme, c'est un espoir finalement aussi, on a vu un espoir révolutionnaire en termes de communication pour l'ensemble des enquêtés. Alors oui, j'ai oublié de préciser une chose qui est importante. Il y a 300 personnes qui ont été évidemment enquêtées. Par contre, il y a sur ces 300 personnes enquêtées, véritablement le panel qui va nous servir, j'oserais dire, d'études, c'est 80 personnes. Mais au travers simplement, ce n'est pas simplement au travers de grilles d'enquête, et c'est au travers aussi de rencontres. Parce que pendant 3 ans, j'ai participé aussi à des activités avec des nouvelles associations qui avaient été créées, comme le Conseil français arménien ou d'autres associations, pour pouvoir aussi aller dans les régions et rencontrer des Arméniens qui n'étaient pas obligatoirement affiliés à des associations. C'était très important pour moi de rencontrer des gens dont on n'entendait pas la voix en temps ordinaire, qui s'étaient connectés, qui appartenaient à des groupes durant cette guerre, qui avaient accepté d'appartenir à des groupes, mais quand on les rencontrait, on s'apercevait qu'ils n'appartenaient à aucune association. Donc la rencontre a été aussi, et dans l'ensemble de la France et surtout l'ouest de la France qui m'intéressait, a été aussi une démarche importante. Donc il en résulte pour l'ensemble de ces enquêtés que ça a été un espoir en termes de communication et d'accès à l'information et à une forme de liberté d'expression. Et ça a été quelque chose qui a été étonnant, je dirais, pour moi, d'entendre cette terminologie de liberté d'expression. On va y revenir, mais ça a été très souvent proposé. Donc, cette technique numérique, elle permettait donc une modalité d'expression beaucoup plus libre. Et pour une grande partie des enquêtés, je dirais plus de 2 tiers, le terme de participation est revenu, avec un terme plus particulier pour les personnes je dirais du niveau universitaire, de démocratie participative. Alors ça a été une chose aussi assez étonnante. En tout cas, la participation à la chose publique durant la guerre, au travers des réseaux, a été importante. Rappelons que sur Facebook, vous pouvez écrire. Vous avez droit à des messages qui sont beaucoup plus longs que sur Twitter, où la formulation doit être beaucoup plus incisive, évidemment. Elle était beaucoup plus politisée. Et on a là aussi 2 publics qui ont été différents.
Alors, ce qui est souligné aussi, et on en aura à reparler, c'est que la plupart des enquêtés agissaient volontiers sur ces réseaux parce que le coût de la mobilisation militante leur apparaissait malgré tout moins dangereuse, moindre que s'il fallait vraiment se déplacer, par exemple, de Nantes à Paris. Alors, quand je parle de coût de la mobilisation, je parle aussi de coût financier, hein. On ne prend pas sa voiture, on ne doit pas dépenser un billet de train, etc. Mais il y a aussi le coût, finalement, j'oserais dire, de se mettre là en avant sur la scène publique comme militant. Donc, il y a différents aspects de ce coût de la mobilisation. Alors, pour beaucoup, c'est aussi vu comme perçu comme une modernisation des institutions et du politique. Donc ça, euh, c'est intéressant parce que même si on n'a pas poussé là dans nos questionnaires, on pourrait presque dire qu'il y avait une sorte d'idée de dématérialisation de l'État, une sorte d'État-plateforme, hein, qui existe d'ailleurs en France, hein. L'État-plateforme, c'est une notion qui existe en France et ça existe en France. C'est cette idée-là aussi qui était derrière. Et puis, on pouvait agir sur notamment Facebook directement finalement avec les hommes politiques. En entrant sur les pages des hommes politiques, on pouvait y laisser un message d'accord ou de désaccord. Donc, il y a là, finalement, quelque chose qui est un nouvel aspect, semble-t-il, de la mobilisation. Ce qui ne sera pas, pour moi, ce soir, le cas d'analyser ou pas la véracité de cette nouvelle mobilisation, qui est certes une nouvelle mobilisation, mais son impact au niveau d'autres formes de militantisme, mais cela a été souligné par nos enquêtés. Alors, les outils numériques, ils ont donc permis aux individus arméniens durant cette guerre, qui étaient déjà engagés dans le militantisme, de prolonger leur engagement sur le web. C'était là plus une expression des opinions, parfois qui sont devenues des opinions très violentes au fur et à mesure de l'évolution de la guerre et des pertes. Alors, il faut savoir aussi que cette communication dépend de la communication du gouvernement arménien durant cette guerre. Et comme il y a finalement une licéité du secret dans la communication du gouvernement au moment de la guerre, on pourrait dire souvent que l'engagement, c'est l'expression des opinions. On est devenu finalement des opinionnistes parce qu'on n'était pas au courant, et qu'il l'était vraiment d'ailleurs, mais on n'était pas au courant de tout ce qui se passait, de toutes les actions réelles qui se passaient donc en Arménie et sur le terrain. Donc, la première chose que l'on pourrait dire, ce sont des citoyens, des individus arméniens, que je qualifierais de déjà politisés, qui semblent être le mieux, comment dirais-je, le mieux destinés, disposés à se saisir au mieux des outils du web au moment de la guerre et d'avoir exprimé des idées qui ont été des idées vraiment écoutées. On verra aussi l'importance de l'impact. Donc, l'outil Internet est à ce moment-là pour eux un outil, je dirais, un plus, hein. Par contre, ça a été une autre forme d'engagement, une autre forme de découverte pour des personnes d'un certain âge, notamment, on pourrait dire, la frange de population qui va de 55 à 75 ans. Et là, c'était vraiment de la mobilisation. Pourquoi? Parce qu'ils n'utilisent pas souvent Internet, en tous les cas pas dans ce genre de choses, pas dans ce genre de circonstances. Et c'est dans le fond une adhésion d'un grand groupe, d'un grand nombre de ces individus arméniens. Je pourrais rapprocher ça comme à l'adhésion de MeToo. C'est-à-dire, dans le fond, c'est un engagement, enfin épidermique, je ne vais pas définir épidermique, mais un engagement dû à la violence de cette guerre, à la violence également du silence international ou des instances internationales, comment dirais-je, là aussi un questionnement de la politique française au début du conflit. Et c'est un mouvement qui va permettre la libération de parole de plusieurs personnes. Finalement, je ne vais pas ici faire du genre, mais dans cette configuration-là d'individus qui interviennent sont beaucoup des femmes et beaucoup des jeunes. Et on va voir que ça relève, ça veut dire quelque chose. Alors, il ne s'agit pas de dire qu'il y a là des modalités effectives d'implication politique des usagers arméniens de ces réseaux sociaux, mais c'est très important au niveau de l'analyse des revendications, des contestations et de ce que l'on va voir par la suite. Alors,
on ne peut pas souligner la capacité émancipatrice qu'a été l'outil, notamment, je le répète, pour des femmes qui nous disent clairement dans les entretiens et dans les rencontres qu'elles n'auraient pas à d'autres moments pris la parole. On est aussi là dans des structures sociales, je dirais, qui n'est pas en haut de la hiérarchie, mais elles n'auraient pas pris et ne seraient pas intervenues dans les débats, elles le font. Quant aux jeunes, ça a été aussi une chose qui a été très importante parce qu'il y a là, par exemple, à un moment donné, il a fallu contrecarrer la communication extrêmement agressive de l'Azerbaïdjan, qui a très, très, très bien utilisé les réseaux, parfaitement bien utilisé les réseaux sous forme de communication que l'on peut définir de propagande ou autre, peu importe, elle utilise ces réseaux. À partir de l'Arménie, des jeunes vont mettre en place différents modules pour attaquer, contrecarrer ces attaques azerbaïdjanaises. Et donc, à partir de Yerevan, c'est un réseau qui s'est étendu dans la diaspora entière, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. On nous demandait de participer à telles heures, avec tel message, d'être donc plusieurs milliers, hein, à être à telle heure sur Twitter et de balancer nos messages sur Twitter. Donc, on a vu là aussi quelque chose qui est intéressant. C'est l'aspect médiateur des jeunes, l'implication d'une tranche d'âge que l'on n'entend pas souvent, que l'on ne voit pas forcément souvent dans cette tranche d'âge va de 20 à une trentaine d'années, qui se sont vraiment là impliqués et qui ont servi de médiateurs, qui ont appris également aux autres à utiliser les réseaux, parce qu'ils connaissent très très bien les réseaux, ils connaissent très bien, par exemple, l'utilisation des hashtags, etc. Donc, grâce à cette jeunesse, on a tenté d'utiliser le mieux ces réseaux, notamment comme Twitter. Là aussi, à souligner l'importance de la jeunesse en tant que médiateur, notamment pendant la guerre, dans l'utilisation de ces réseaux. Alors, les débats animés, évidemment, qui ont eu aussi sur ces réseaux, ils ont entraîné, s'il y a des choses très positives, ils ont entraîné, on va s'intéresser en deuxième partie à tous les questionnements, ils ont mis en avant une forme de danger aussi à un moment donné. C'était la désaffiliation. La désaffiliation, mais malgré tout, on reste dans la communication avec les autres Arméniens. Alors, qu'est-ce que veut dire la désaffiliation? C'est-à-dire que les réponses à un moment donné communautaires ou gouvernementales, qu'elles soient d'Arménie ou qu'elles soient de France, etc., mais aussi les échanges entre individus arméniens ne satisfaisaient plus un certain nombre d'Arméniens. Alors, elle ne les satisfaisait plus. Je ne vais pas vous donner la réponse maintenant, on va y venir en seconde partie. Mais ça a été aussi quelque chose qui a été devenu presque, pas un danger, n'exagérons rien, mais est devenu une interrogation permanente. Doit-on rester dans ces groupes arméniens, dans ces organisations arméniennes, dans ces associations arméniennes qui finalement ne donnent, durant le conflit et dans la période post-conflit, que des réponses toutes faites, que finalement une sorte d'adhésion presque naturelle à une arménité qui n'est jamais remise en question, malgré le cataclysme que nous traversons. Et ça, c'est un questionnement dans les 300 personnes que nous avons rencontrées et qui étaient récurrents, et dans les 80 personnes qui ont fait l'enquête, qui ont été le sujet de l'enquête du début à la fin, qui est là aussi un thème qui est totalement récurrent. Alors, effectivement, il en ressort que l'utilisation, et là je laisse à mes collègues qui développeront beaucoup plus cet aspect du numérique et de la militance dans le numérique dans le livre qui sera publié, vous verrez, il y a des articles très intéressants, mais on s'est aperçu aussi une chose, qu'il faut considérer aujourd'hui le numérique, du moins dans le domaine arménien, comme un élargissement du répertoire de l'action collective. Mais ça demande, par contre, une vraie structuration, une stratégie d'occupation des réseaux, et dans le fond, oui, on peut militer et demander des changements sur les réseaux sociaux, mais ça nous a aussi montré une chose, ça nous a aussi indiqué une chose qui est importante, c'est que ça permet aux gens de militer à bonne distance des leaderships. Et ça sera quelque chose sur lequel aussi nous allons revenir. Alors voilà, donc maintenant, nous avons plus ou moins ébauché le cadre au travers duquel ont été faites ces données, donc les réseaux. Arrivons-en maintenant à ce qu'il sort. Alors, pour ma part, je n'ai pas utilisé ce que certains de mes collègues ont utilisé, c'est-à-dire
le réseau sémantique, hein, c'était l'exploration de l'exploration du texte, extraire du sens à partir de grands volumes de données textuelles. Moi, je n'ai pas utilisé ça. Je me suis un peu servi avec l'aide donc de cette méthode qui est très utilisée en psychologie cognitive, hein, des graphes qui représentent des relations sémantiques entre les concepts, qui permettent de comprendre la composition sémantique de tous les messages qu'on a reçus. Moi, j'ai utilisé une forme qui était beaucoup plus à travers de thèmes. Alors, la guerre, on a bien été obligé de constater les failles dans la cohésion sociale du groupe arménien à partir de la guerre, bien évidemment, et ensuite dans la période post-conflit. Et au moment de la guerre, les enquêtés, les messages montrent qu'on remet en cause le sens à donner à la solidarité collective. Donc, comment doit-elle se jouer, cette solidarité collective, mais aussi à l'orientation des actions à mener, tout comme aux moyens d'action qui sont mis en place. C'est un cataclysme, de toute façon, c'est une perception, je pense, que l'on a tous à des degrés divers, mais c'est un véritable cataclysme qui, dès la première semaine, génère une espèce de retour mémoriel. On constate que dans plus de 80% des messages échangés sur Facebook, le terme de génocide revient, le terme de tuerie revient, le terme de massacre revient. C'est donc l'histoire, la mémoire du génocide qui revient. Encore une fois, comme s'il y avait une éternelle rançon à payer au prix d'être arménien, c'est ce qui est là très très vite mis en avant. Mais très vite va se dessiner aussi la volonté de maîtriser ce mouvement de contestation au nom de l'unité nécessaire en temps de crise. Et la plupart des messages les plus virulents ces individus sont ramenés à l'ordre en disant nous sommes dans un moment où il ne s'agit pas de montrer que nous sommes dispersés dans notre mode de pensée et d'action, nous devons nous montrer unitaires. Donc ce mythe de l'unité, qui va devenir très rapidement quelque chose, un empêcheur de tourner en rond, va être respecté au départ du conflit. Mais ce qui est intéressant dans l'utilisation des réseaux, c'est comment les réseaux sociaux ont permis de reconfigurer les modes d'expression et d'engagement des individus arméniens qui n'entraient dans aucune case communautaire. Parce que ce qui est finalement, j'oserais presque dire terrifiant pour moi, dans ce tour de France que j'ai fait pendant 3 ans, c'est de constater qu'il y a des milliers d'Arméniens inconnus au bataillon. Inconnus au bataillon des associations, inconnus au bataillon de l'Arménie, mais bon, du Haut-Commissariat, enfin ça, c'est pas très très étonnant, mais c'est ces milliers d'Arméniens hors de différents réseaux. Et on les retrouve finalement dans ces réseaux sociaux et qu'ils acceptent finalement d'appartenir à des groupes qui se sont créés au moment de la guerre. Donc la subjectivité, mais parfois la violence, le sarcasme contre les institutions communautaires ont mis à mal la volonté affichée d'une unité à tout prix à un moment donné. Et ça a été, si vous voulez, ça s'est retrouvé exprimé par plusieurs personnes. Alors, sentiment d'appartenance. Oui, on a tous été, on sentait appartenir bien sûr à cette cause arménienne. Le terme de nation est revenu de façon très importante, la nation arménienne. On va y revenir, mais sentiment d'appartenance à quoi? Sentiment d'appartenance, pourquoi en fait? Alors, si on analyse ce qui a été dit au niveau de nos enquêtés, et d'ailleurs sur le net à ce moment-là, c'est un terme que vous n'allez pas forcément apprécier, qui n'est pas très apprécié en France, c'est l'idée de sentiment national. Que j'utilise ici volontairement parce que c'est le sentiment national des Arméniens diasporiques qui s'est exprimé, pas l'identité nationale ou l'appartenance nationale, puisque dans ce cas précis, le nationalisme est totalement détaché de son attribut territorial. Donc on n'est pas arménien, on n'habite pas en Arménie, on n'est pas arménien, citoyen d'Arménie. Par contre, ce qui a tout de suite été révélé, c'est le lien entre identité et mémoire. Le rapport affectif à la nation arménienne, évidemment, s'est trouvé amplifié. On ne cesse de voir ce mot apparaître. Sur 80% d'enquêtés, 75% d'enquêtés utilisent le terme de nation arménienne. Cette nation arménienne, elle se trouve attaquée, amplifiée par ce conflit. Là aussi, le traitement médiatique va mettre à mal cette idée de nation arménienne. Le traitement international, le sentiment d'être seul face au reste des puissances, fait que cette notion de nation arménienne revient. Alors, on ne va pas ici analyser si c'est juste ou pas de parler de la nation arménienne. La question qu'on peut se poser, la nation
C'est quoi? C'est un processus, c'est une construction, c'est une donnée de fait. De quoi parle-t-on quand on dit tout le temps nation arménienne? Ça a été plus difficile à analyser par nos enquêtés. Le terme de nation, c'est une chose importante. Mais dans le fond, on pourrait dire, et c'est moi peut-être qui le dis, c'est aussi une nation comme une communauté imaginée pour m'en référer à Benedict Anderson. Donc, ce sentiment national, il a révélé la nature de la relation que les Arméniens de la diaspora française entretiennent avec cette communauté imaginée, son contenu, les contextes et les modalités d'expression. Alors, je voudrais quand même rappeler, enfin, je n'ai pas besoin de le rappeler, je ne crois pas que ce soit nécessaire, la violence de cette guerre. Il y a près de 5000 hommes qui sont morts, tués dans ce conflit. Cette violence, elle n'a pas été vécue comme malheureusement comme la perte de ces milliers de jeunes hommes, mais c'est aussi comme vécu dans la violence des réponses politiques. Et les réponses politiques, là aussi, c'est intéressant parce qu'on sortait chez les enquêtés et chez 100% des enquêtés simplement du champ humanitaire, c'est que la cause arménienne revenait dans le champ politique. Mais pourquoi? Parce que nous sommes français. En tout cas, ça c'est la sémantique. Sommes-nous arméniens de France ou français d'origine arménienne? Il n'en reste pas moins que nous sommes français, élevés dans une certaine culture, avec la citoyenneté française, etc. Et que là, pour 100% des enquêtés, on sortait la cause arménienne du champ humanitaire pour la remettre dans le champ du politique. Donc il y a une violence qui est aussi une violence politique qui a été vécue hein, comme ça. Alors, il y a une demande de mise au point, bien évidemment. Il y a un ensemble de revendications qui vont se mettre en place, qui vont arriver au jour. Il y a une mise au point ou des demandes de réforme qui soulignent comment une identité et un sentiment d'appartenance donné pour naturel sont aussi des arrangements sociaux. Donc l'arménité n'est plus vécue comme simplement une donnée de nature. Et c'est aussi un objet de débat, et y compris politique. Donc les circonstances et les développements du conflit ont entraîné une évidente solidarité. C'est clair, une très grande solidarité s'est mise en place, mais on a remis également en cause la simple appropriation émotionnelle du sentiment national. On a même jugé que certaines expressions de l'arménité étaient obsolètes, parfois voire inutiles dans ces conditions. À quoi sert tel ou tel acte? À quoi sert ou sert telle et telle émotion quand on est face à quelque chose comme cette guerre des 44 jours qui remet en question le droit international, le droit des peuples à l'autonomie, etc., etc., etc. Donc ce terme de sentiment national, que je vous le répète, peut usiter, qui est parfois décrié, je le reconnais, mais que j'utilise ici pour souligner combien le spectre de la nation hante les Arméniens, a été quelque chose d'important hein, durant cette guerre. Même si la multitude de souvenirs individuels de la diaspora historique, je dirais, sont plus attachés à la Turquie génocidaire qu'à une mémoire collective nationale en territoire de la République d'Arménie, il a été évident au départ que le centre, la nécessité de sauver son pays, tout le monde était d'accord là-dessus. Ce qui ne fait que souligner la complexité de l'articulation entre les différents niveaux de l'appartenance et l'intensité fluctuante de l'identification à la nation arménienne qui contraste finalement avec la profondeur de son empreinte. Alors, l'Arménie, au début de la guerre, reste le centre essentiel. 44 jours après, elle le reste encore. 2 ans après, en 2022, il y a là une discussion. Pourquoi? Parce que l'Arménie est un État, elle a un gouvernement qui fait des déclarations, ces déclarations sont prises en compte, et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant, là, il y a le tour européen, américain du Premier ministre arménien qui fait des déclarations, qui donne des déclarations, et se pose à un moment donné pour des enquêtés le fait, est-ce que l'Arménie, même si nous devons nous battre jusqu'à la fin pour la survivance du pays, la survie du pays, est-elle un centre? Et doit-il y avoir un centre et des périphéries? Doit-il y avoir des centres? Etc., etc. Donc cette notion de centralité de périphérie va être aussi amenée dans le discours des enquêtés. Et puis, c'est important, cette guerre, ce bouleversement pour nous tous, c'est l'occasion aussi pour les enquêtés de constater comment les Arméniens en diaspora se sont appropriés, ont revisité, ont contesté les discours ou les événements ou même les symboles mis au point par des instances dirigeantes communautaires. Je précise tout de suite pour que les choses soient claires. Il ne s'agit pas ici de pointer le CCF. Hein.
C'est encore une fois, dans tout ce que je dis et je dirais, je m'adresse à l'élite. Quand je dirais élite communautaire ou leadership communautaire, il ne s'agit pas de pointer qu'une association, ce qui serait complètement négatif, hein. Je tiens à le préciser parce que durant mon tour de France, ça a été vraiment des moments très épiques, hein, là-dessus. Donc, là, une autre chose qui a été importante, c'est que cette extrême connectivité de la diaspora durant la guerre, elle a redessiné les liens avec la République d'Arménie. Alors, beaucoup d'Arméniens de la diaspora française avaient finalement, j'oserais dire, peu de contact avec le pays, ou pas tout à fait régulièrement. Mais ça redéfinit, ça a été la force, le rôle de ce territoire comme ancrage de la communauté, mais aussi le lien social face à ce territoire. Et ça aussi ça a questionné le rôle de la diaspora, les outils de la diaspora pour créer des liens avec le pays Arménie. Et il y a eu un désir pour une majorité d'individus enquêtés de créer des liens de ressources et de support sur le long terme, encore une fois, de sortir de l'immédiate aide humanitaire. Ça a été activé ou réactivé par le conflit. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça questionne aussi quelles sont les structures étatiques de l'Arménie mises en place pour permettre à la diaspora d'entrer dans une idée du développement durable avec le pays. Donc là aussi, ce qui est important, c'est que sur 80% des enquêtés, il y a une demande de liens qui veulent aller plus loin que l'aide humanitaire ou que de relations autour d'une simple culture symbolique. Alors, cette connectivité de la diaspora et la mise en exergue d'une culture du lien sont autant de facteurs qui ont permis de relancer la définition du lien social entre ici et là-bas. Alors la connectivité de cette diaspora, elle a entraîné une réflexion sur un espace transnational arménien. Je n'ai pas de réponse à donner ici, mais est-ce que cet espace transnational arménien existe-t-il vraiment? C'est aussi une question qui a été posée. Y a-t-il eu durant ces années la création de contextes permettant de créer, de développer et de maintenir de multiples relations économiques, sociales ou organisationnelles qui soient viables sur un moyen terme, voire sur un long terme? Une façon d'être et de participer simultanément à plusieurs univers à la fois. Si ce n'est pour les immigrés d'Arménie, hein, à Yastansi, est-ce que l'espace transnational reste quelque chose à construire? C'est une des questions que se posent, hein, effectivement la plupart des enquêtés après la guerre. Alors, le sentiment d'appartenance à cette nation arménienne est vivace. Ce sont encore des lieux ou des événements symboliques qui sont indissociables de la construction identitaire. Elle a évidemment une dimension locale, que ce soit le mémorial du génocide, l'Ararat, etc. Mais dans le fond, est-ce que cette appartenance a-t-elle pour autant comme origine le sentiment du partage d'une même réalité? Et c'est ce qui va véritablement séparer nos enquêtés en deux, notamment les gens qui proviennent d'Arménie et les diasporiques, je dirais la diaspora historique et des années 70-80 du Moyen-Orient, c'est cette question du partage de la même réalité. Eh bien non, il semblerait aussi que pour beaucoup, il n'y a pas la même perception, la même réalité. Donc y a-t-il compréhension des réalités de l'Arménie? Ça a été aussi un questionnement récurrent durant tout le conflit, jusque dans les années 2023. Je vous précise donc, comme ça s'est arrêté pour nous en 2023. Par contre, ce qui est important, c'est que tous, sans exception, Ayastansi, Spurk, tout ce que vous voulez, elle fait prendre conscience de la nécessité de sortir d'une adhésion plus ou moins passive à l'arménité. Reste à constater les effets de ce mouvement, en espérant que le moteur de tout cela ne soit pas simplement le paradigme ensembliste, on est tous contents, on va tous manger choujour pasterma ensemble à la prochaine kermesse du coin, mais bien la prise de conscience que nous sommes appelés à être acteurs et auteurs de cette appartenance. Et il y a, notamment dans la catégorie des trentenaires, quarantenaires, et notamment dans les catégories socio-professionnelles un peu plus élevées, cette volonté d'être acteur et auteur de cette appartenance. On ne peut plus, après cette guerre, nous dit-on, être simplement dans l'acceptation, dans la non-discussion, dans le non-échange, car nous sommes aussi
je vais vous dire des bêtises, nous sommes ingénieurs, nous sommes aussi citoyens français, pères de famille, mais nous allons aussi dans d'autres, nous militons pour les droits de l'homme, etc., etc., etc. Cette diversité-là aussi entraîne une certaine catégorie socio-professionnelle, socio-culturelle et de tranche d'âge aussi à cette demande d'être auteur et, je le répète, acteur de notre appartenance. Alors, au travers des commentaires, pardonnez-moi, et des réactions utilisées pour cette présentation, l'appartenance durant la guerre et même après se vit comme une appartenance à une communauté homogène et unie pour l'ensemble, pour la grande majorité des enquêtés. Et elle devrait rester telle. Alors, elle devrait rester telle, on en était là dans l'espace-temps précis, jusqu'en 2022, on était dans cette notion. Ça doit être une communauté homogène, nous devons fournir cette image à l'extérieur, elle est unie et elle doit rester telle. C'est que donc la peur du conflit est quelque chose de profondément récurrent. Avec un territoire évidemment sacralisé, qui est l'Arménie, d'autant plus qu'il est attaqué, avec pour les plus âgés en toile de fond le drame du génocide et l'impossible retour sur leur territoire d'origine, l'Arménie historique. Donc on voit aussi que les notions d'exil, les notions évidemment de génocide, de mort, etc., reviennent au premier plan, je dirais, d'une psychologie communautaire. Alors, par contre, je vais avec la pointe des pieds en disant ça, mais on pourrait presque dire que le conflit a renforcé un sentiment d'ethnicité communautaire et que l'expression de cette appartenance, elle va rester tributaire, notamment de certaines logiques. Et c'est la tranche d'âge la plus élevée que l'on retrouve, que l'on retrouve dans cette approche. Mais il a été souligné par les plus jeunes quelque chose de très intéressant, que les caractéristiques d'un mouvement nationaliste peuvent être aussi de définir des objectifs en termes de changement culturel, mais aussi politique au nom de la nation, et de s'engager pour ce faire dans des actions collectives et de présenter ainsi tant un défi politique envers les autorités arméniennes qu'un défi culturel envers le système des valeurs dominantes communautaires. Et c'est là, évidemment, la part la plus jeune des enquêtés qui évoquent ces idées, mais je ne dirais pas que. Et nous retrouvons dans toutes les tranches d'âge et dans toutes les couches sociales cette volonté, alors exprimée peut-être différemment, de changement de certains paradigmes. Alors, différents groupes se sont formés pour revendiquer une appartenance fondée aussi sur la loyauté envers des normes et des valeurs partagées autres que les valeurs anthropologiquement reconnues comme arméniennes, c'est-à-dire la langue ou la religion. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que chez beaucoup d'enquêtés, il y a une demande forte d'une approche contractualiste qui s'est fait jour, mais y compris avec l'État français. Non plus un État, comment dirais-je, ami, dispensateur de bonnes actions, d'aide, etc., mais une approche contractualiste également au sein même de la communauté. Donc, que l'on aime ou que l'on n'aime pas, et j'ai toujours l'impression que le mot politique, je ne parle pas ici de droite ou de gauche, mais du politique, semble toujours être une espèce de gros mot dans le monde arménien, mais se pose donc de manière aiguë la mise en place des politiques de l'appartenance et de l'action en direction des diasporas, aussi bien par l'Arménie que par les hautes instances finalement communautaires. Donc oui, on peut parler, au travers de ce qui a été dit, de crise de la représentation. Mais encore une fois, cette crise de la représentation ne touche pas qu'une partie du leadership communautaire qui serait visé. On voit bien qui là serait visé. Il ne s'agit pas du tout de ça, parce qu'il serait une erreur de se focaliser sur un groupe de personnes. Mais la guerre et ses conséquences a entraîné en diaspora une crise de la représentation. Il est devenu évident que la dévotion à l'arménité ne pouvait plus tenir compte, ne pouvait plus tenir lieu à une réflexion. D'abord, ce terme de communauté. Alors, on n'est pas aux États-Unis, où communitarism, community, c'est très différent du terme de communauté en France, ce terme qui renvoie, dans le fond, dans cet espace ici, à un espace, à un entre-soi social et spatial. Dans le fond, si on analyse cette terminologie de communauté, et si on écoute certains enquêtés, c'est presque une entité dépendante.
on voit que beaucoup se rebellent. Oui, cette communauté arménienne dont on ne tient pas compte, que bon, ça devient presque l'idée d'une entité dépendante, voire subalterne dans le paysage politique français. Et ce que je trouvais très intéressant, c'est que ce terme était interrogé de manière différente par les enquêtés, mais il était interrogé. Donc les frontières de la communauté, elles se sont forcément modifiées dans les rapports d'altérité croisés entre les individus. J'ai été élevé par mes grands-parents et je ne pense en aucun cas être le même type, si tant est qu'il y ait un type, mais le type d'Arménien que pouvait représenter ne serait-ce que mon oncle. Donc bien évidemment, c'est une évidence, hein, ça se construit dans ce rapport d'altérité. Mais encore une fois, les réactions au conflit, les aspirations, les discussions qu'il y a eu avec d'autres que des Arméniens, bien évidemment, ont fait aussi évoluer ces frontières de la communauté. Et des voix de plus en plus nombreuses se sont élevées pour contester les différents systèmes de représentation. Alors, l'appartenance. Oui, je suis arménien. Ben, l'appartenance. Alors, l'appartenance, c'est, bien sûr, c'est à la fois un produit, mais c'est aussi aujourd'hui une expression assumée par des sujets. Elle est devenue une marque significative de la volonté personnelle. Et même si durant la guerre, on a tenté d'assigner le fait d'être arménien à telle ou telle condition parce qu'il fallait être assez drastique, on s'est aperçu que beaucoup de personnes, et notamment des gens qui ont de 20 à 50 ans, eh bien non, cette appartenance-là, elle est aussi elle est une volonté de ma part. Je choisis mon identité. Une identité est une construction, elle est faite avec, contre, etc. Et ça réveillait aussi ça. C'est-à-dire que le collectif, il nous manque du collectif, bien sûr, mais c'est aussi un enjeu, le collectif. Ce n'est pas simplement une donnée. Ce n'est pas parce que vous décidez qu'il y a une guerre, nous sommes un groupe uni, que cela fonctionne comme ça. Et on sait, la plupart, les 300 personnes rencontrées, les 80 enquêtés, bien noter tous une chose, il y a une nécessité de collectif. Et ce collectif est un enjeu vers lequel nous devons tendre, ce n'est pas une donnée de départ. Donc ce qu'il faut souligner, c'est que la mobilisation de la diaspora française, elle a été très importante. Mais elle, très rapidement, va se poser le problème du travail interne à ce groupe arménien et à l'efficacité externe de tout ce travail. Alors, il s'agissait finalement plutôt, au départ, d'un réseau d'individus pris dans des formes de relations réticulaires, plus que véritablement un collectif. Et ce qui a été le plus contesté à la fois dans les rencontres et à la fois par les enquêtés, c'est le passage de l'action collective à l'action publique. Comment cela s'est-il opéré? Est-ce que ça a été efficient? Comment a-t-on structuré ça dans le groupe arménien? A-t-on réussi à amener nos actions, nos rencontres dans l'arène publique française et de quelle manière? Alors, beaucoup ont parlé évidemment des élites. Bon, on ne va pas ici passer, comment dirais-je, on ne va pas s'éterniser sur la sociologie des élites et définir tout le concept des élites, mais ça a été intéressant de voir qu'est-ce qu'on appelle une élite finalement euh, dans nos enquêtés et dans les 300 rencontres. Eh bien, dans le fond, ce serait des minorités successives considéré comme à l'origine de certains mouvements historiques. Et ça doit vous rappeler un Italien qui est un des grands sociologues des élites, qui est Wilfredo Pareto, qui, c'est vraiment, dans le fond, la définition de Wilfredo Pareto. Je la répète, ce serait donc des minorités successives, depuis la fin du 19e, va-t-on dire, qui, qui sont considérées comme à l'origine de mouvements historiques importants pour le monde arménien. Ça serait ça, donc ces élites, à la base. Ensuite, on voit que ça devient plutôt des catégories sociales composées d'individus ayant la note la plus élevée dans leur branche d'activité. Alors, pour être, comment dirais-je, ceux qui ont le mieux réussi socialement, donc des chefs d'entreprise, etc., etc., etc. On voit donc que c'est une notion de l'élite qui est assez archaïque, en fait, hein, qui est assez sommaire. Aujourd'hui, la sociologie des élites a évolué, hein. Mais on voit que quand on parle, on utilise le mot d'élite communautaire, ben, ça correspond à ça. Alors, le leadership.
c'est bien sûr sur le leadership on va se questionner au moment non seulement de la guerre, au moment de la mort, au moment de la perte de certains territoires, au moment où on va rendre les réservoirs, au moment où les villages, etc. Il ne s'agit pas ici de parler, de dire oui, cela est bien ou cela n'est pas bien, peu m'importe, je ne suis pas là pour parler de la politique arménienne, mais de voir ce que cela donne finalement chez nos enquêtés. Alors pourquoi est-ce que ça remet en cause le leadership communautaire dans son ensemble? Dans son ensemble, je précise. C'est-à-dire que ce qui est là aussi remis en question, ce n'est pas simplement qu'un CCAF ou autre, c'est l'ensemble, c'est-à-dire, mais j'oserais même dire nous, ceux qui sont là censés réfléchir, ceux qui sont là donner des explications, les experts, c'est cette notion-là aussi des experts qui est remis en cause. À quoi sert la connaissance si c'est finalement pour aboutir toujours au même processus, si c'est pour arriver toujours aux mêmes contradictions à l'intérieur du groupe, si c'est pour arriver toujours à la non-capacité d'avoir des plateformes de communication, etc., etc., etc. Si c'est pour arriver au même rapport à la société globale, à la même monopolisation des pouvoirs, qu'ils soient d'ailleurs de la connaissance politique ou autre, à ce dogme du consensus à maintenir, aux mécanismes de cooptation, aux contradictions idéologiques et politiques internes. C'est ces questionnements-là qui sont aussi dans ces enquêtés, dans ces rencontres. Ce ne sont pas que des choses simplement émotionnelles, même si l'émotion est importante. Donc, ces processus-là prennent place avec pour fond une prise de conscience. Virginie, j'écoute une conférence. Oui, ce processus prend place avec pour fond une prise de conscience qui va à l'encontre de certaines perspectives politistes selon lesquelles le groupe arménien serait un réel groupe de pression dont l'action s'exerce de façon homogène dans la sphère politique nationale. On s'est bien aperçu à un moment que ce n'était pas vrai et nous ne sommes pas les seuls à s'apercevoir que ce n'est pas vrai. Et ce ne sont pas simplement les experts déterminés comme tels ou dits comme tels qui se sont rendus compte de ça. C'est un ensemble de citoyens français d'origine arménienne qui se rendent compte de cela, qui prennent conscience de ça. Alors, ce n'est pas une nouveauté. Et il y a d'éminents historiens dans la salle, donc ce n'est pas une nouveauté pour personne ici. Mais il y a quelques années, le questionnement sur le gouvernement du groupe arménien en France a été posé, bien évidemment. Mais il faudrait, une fois, ce n'est pas une nouveauté. Il y avait CAF, ça n'a pas fonctionné. On parle de ce terme dont il faudrait aussi se méfier, de démocratie dans le groupe arménien, etc. Mais il faut plutôt préciser que la communauté arménienne, c'est une organisation socio-politique, c'est-à-dire un réseau d'organismes, d'associations, d'institutions. Et les réactions au conflit ont suscité des débats, voire des conflits, en tout cas, ont montré la diversité d'intérêts et d'approches. Mais c'est le sociologue peut-être qui parle là. Il ne s'agit en aucun cas de considérer que ce sont les indicateurs d'un manque de cohérence sociale, d'un danger qui serait pire que la peste, mais plutôt au contraire l'indice d'une communauté politique et non un simple agrégat de personnes partageant une même origine ethnique. Donc l'obsolescence de la cohérence d'ensemble du groupe arménien, elle a été mise en avant par l'affaiblissement du pouvoir d'influence du groupe arménien, ce qui a entraîné une remise en cause de la légitimité de la représentation du groupe, ce qui est aussi un processus finalement normal. On a réagi face au silence de certaines institutions, au silence de l'Europe, au silence de certains hommes politiques, au silence de la presse de la gauche, par exemple, qui doit être souligné, d'autres personnages politiques. Donc tout ça a montré que dans une conjoncture où l'État français n'est plus pour le groupe arménien un État-providence, mais devrait devenir un État partenaire. Donc comment fait-on pour arriver à faire à ce contrat dont je parlais précédemment? Et cela, évidemment, pour beaucoup d'entre je dirais 80% des enquêtés et les 300 personnes que nous avons rencontrées, cela demande évidemment des changements importants, tant structurels que sur la prise de conscience du pouvoir d'agir des individus arméniens hors des cadres traditionnels. Il y a aussi, évidemment, que moi, le premier, la sociologie des émotions existe. Moi, le premier, à quoi me renvoie cette guerre? D'abord parce que ma famille a perdu un garçon de 26 ans dans cette guerre. Mais qu'évidemment, tout de suite, c'est quoi? Je pense
à Rose, je pense à Ike, je pense à mes grands-parents rescapés d'un camp de Deir ez-Zor, je repense à tout ça, je repense à l'exil. Bien sûr que définir, mais il y a une volonté, y compris la mienne, de ces enquêtés, de définir une identité autre que celle de la victime. Posséder un statut socio-économique déterminé, avoir une expertise en différents domaines, être perçu comme autre chose que cette victime résiliente par excellence. C'est une chose qui a été soulignée par un grand nombre des enquêtés. Ce sont des conditions d'accès au processus de la décision publique. La gouvernance, je le répète, du groupe basé sur un fonctionnement de type corporatiste, qui a évacué un grand nombre d'Arméniens des débats, pose un réel problème. J'oserais presque dire qu'il pose un problème intellectuel, à mon sens. Il pose un problème de connaissance. On pourra toujours mettre en avant la nécessité de l'institutionnalisation du pouvoir d'influence du groupe. C'est évident, mais cela ne semble plus convenir à un certain nombre de personnes. Et ces personnes-là appartiennent aux catégories socio-professionnelles les plus élevées. Qu'est-ce qui nous a été souligné? Aucun forum de concertation mis en place qui permettrait finalement un ordre négocié. Il ne s'agit pas de parler de démocratie, hein, mais de parler de forum de concertation. Et je répète pourquoi. Pour avoir la possibilité de permettre à un ordre négocié d'être mis en place, en étant conscient des difficultés qu'il suppose. Alors, trop longtemps, on pense, et je le répète, beaucoup d'enquêtés ont cette peur-là, que le groupe arménien, quand il a à prendre des décisions dans une situation conflictuelle, eh bien, ça soit un danger d'implosion, c'est la fin du groupe. Mais ne l'oublions pas, notre groupe arménien est hétérogène. Il est évidemment hétérogène. Nous appartenons à différentes classes sociales, à différents groupes professionnels. Même notre appartenance religieuse n'est pas la même. Il y a des apostoliques, des catholiques, des protestants. Nous pouvons être originaires de différentes régions. Nous pouvons avoir des parents comme les miens, un arménien, l'autre non arménien. Il y a donc évidemment des différences qui peuvent être source de conflits. Mais encore une fois, peu importe. Et c'est peut-être ça aussi qui a été dit par les enquêtés. Ce conflit entraîne la discussion, entraîne des fois le désaccord. Mais dans le fond, je ne suis pas d'accord avec Navarra, je ne suis pas d'accord avec Pambukjian, je ne sais pas qui. Mais il y a le conflit nous le montre bien, il y a la possibilité de faire communauté. Ça ne veut pas dire qu'il y a absence de communauté, cette discussion. Et c'est là aussi la parole. Ça, je m'en réfère à quelqu'un que j'aime énormément, qui est Michel de Certeau, dans la circulation de la parole. C'était quelque chose qui est revenu en permanence. Nous n'avons pas le droit à la parole. La parole ne circule pas. Nous n'avons pas la parole. Et c'est autant dit d'ailleurs par les Astansi qui disent qu'il y a un manque d'intégration que par les autres diasporiques qui parlent de cette non-circulation de la parole. Alors, je dirais aussi, je vous disais tout à l'heure que cela relevait peut-être d'une conception fausse et apolitique de ce qu'est une communauté ethnique. Mais je dirais aussi que cette parole qui semble ne pas circuler, c'est peut-être aussi le meilleur moyen de détourner l'attention des mécanismes en cause dans les relations conflictuelles et de leur rôle dans l'évolution d'un groupe. On n'arrête pas de lire partout, et à juste titre d'ailleurs, sous la plume de plusieurs journalistes ou penseurs, il faut revoir le mindset, hein, diasporique, etc., etc. C'est quelque chose qui revient de façon récurrente maintenant. Mais oui, il serait peut-être plus intéressant de porter l'attention sur l'absence des mécanismes efficaces pour la gestion d'éventuelles divergences, qui, répétons-le, sont de toute façon solitaires. Alors, autre question, c'est la question de savoir quelles interactions sont possibles aujourd'hui, comment construire de nouvelles interactions pour définir collectivement une orientation. Et on voit bien que pour nos enquêtés, la posture déterministe, elle a été mise à mal. Posture selon laquelle les comportements seraient uniquement régis par des contraintes normatives ou des valeurs immuables. On voit bien qu'aujourd'hui, ce n'est évidemment pas possible. Et si l'on considérait que ces individus en tant qu'acteurs, hein, que ce sont des acteurs qui peuvent
reproduire le système et non l'inverse. Et c'est peut-être à des différents niveaux de sémantique et de vocabulaire ce que proposent ces gens. Nous pouvons être des acteurs qui pouvons intervenir positivement sur le système. Alors, évidemment, il y a des contraintes inhérentes au groupe, mais elles ne seraient plus l'équivalent d'un déterminisme abscon, ce que malheureusement le conflit et la période post-conflit jusqu'à aujourd'hui semblent dire. Mais alors, il y a des ressources donc disponibles. Il faut bénéficier de ressources pour cela. Et de quelles ressources dispose-t-on? Parce que ça a été la question des enquêtés. Et la question plutôt sur Facebook, Twitter étant le champ beaucoup plus du politique et des actions. Oui, il y a la nécessité de se poser de quelles ressources nous disposons. Eh bien, ces ressources, elles sont là pour mener à bien des actions, pour obtenir des contributions des différents publics, institutions, groupes, individus, etc. Là aussi, il y a un manque qu'ont révélé les personnes, encore une fois, à des niveaux d'analyse différents. Nous courons après notre histoire, alors que l'Azerbaïdjan, 5 jours, 6 jours exactement après. Alors je dois dire que je parle turc et que nous étions donc, euh, depuis le début du conflit, et même un mois avant, parce que pour X raisons, voilà, sur les médias, réseaux turcs et azerbaïdjanais. Donc, ils ont mis dès le 6e jour une plateforme de communication à Londres, qui très certainement a été aidée par des instituts, par des agences, etc. Mais c'est eux qui ont défini à un moment la réalité du conflit. La réalité du conflit était définie par l'Azerbaïdjan. Nous courions après notre histoire. Et c'est là aussi ce qui a été mis en cause par des gens. Et ne croyez pas que ce ne soit que des universitaires, des journalistes. Non, 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 non. Le panel des gens interrogés est un panel extrêmement large, avec une grande partie de la représentation des gens que l'on, on va dire, allez, je n'aime pas ce terme parce que je suis normaux, voilà. Ce ne sont pas que des élites universitaires ou politiques, etc. Et on s'est aperçu que le seul sentiment loyaliste n'est pas suffisant sur le long terme. Encore une fois, cette demande d'objectifs collectifs, elle était très forte. Pourquoi? Parce que on voulait avoir des outils en main. Comment peut-on contrecarrer, par exemple, l'utilisation de la religion par l'Azerbaïdjan, qui, rappelons-le, était du moins à la fin du 19e siècle, dans sa renaissance, était un des pays que l'on va définir, allez, comme un des plus laïques du monde musulman, où la position des femmes, d'ailleurs, était nettement supérieure aux voisins occidentaux. Mais comment peut-on, à un moment donné, si Aliyev utilise la religion comme un outil de géopolitique, eh bien, on doit avoir des outils de réponse à cela. Et nous les avons dans la culture arménienne. Nous les avons, nous savons, nous connaissons les premiers textes œcuméniques des traditions arméniennes, etc., etc. Nous n'avions pas d'outils. Nous n'avions pas d'outils. Et ça, c'est quelque chose qui va révolter beaucoup de gens. Pourquoi finalement ce sont toujours les mêmes instruments d'analyse qui sont utilisés, une géopolitique figée qui est un peu dépassée d'ailleurs de nos jours, où le social n'est jamais pris en compte, comme si les pays n'étaient jamais habités par personne finalement, où on voit par exemple, ce qu'a très 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 bien compris, parce qu'ils sont très bien conseillés, l'Azerbaïdjan comme la Turquie, la cohésion sociale est un des outils de puissance d'un pays par exemple. Si vous arrivez à détruire la cohésion sociale interne, c'est important. Mais si vous arrivez à mettre un, un petit clou dans la cohésion sociale diasporique, c'est tout aussi important. Donc, tout ce que ces enquêtés, tous les internautes ont vu sur Twitter, notamment des politiques très violentes contre le patrimoine, on parle aujourd'hui d'un Trump. On va prendre juste un exemple. La politique viriliste et masculiniste, elle n'a pas attendu ni Poutine, ni Trump, ni je ne sais quoi pour être mise en place. Si, bon, l'avantage, c'est qu'on parlait turc. Pour 5 d'entre nous, on parlait turc. L'avantage c'était la construction du récit durant la guerre par Aliyev. L'utilisation, par exemple, des héros azerbaïdjanais extrêmement agressifs, extrêmement virils, extrêmement masculinistes, ce qu'il utilisait dans son discours performatif, d'ailleurs dans un discours performatif qu'il utilise contre le patrimoine de l'Artsakh, est un discours viriliste à 250 degrés. Et en face, vous avez quoi? Les Arméniens sont définis par quoi? Ils sont définis par la victime, dans toutes les actes, la pauvre victime, le pauvre perdant, vous voyez? Donc,
cette construction-là, ces outils-là ont manqué. Et l'ensemble des Arméniens questionnés pour ce document vont être, comment dirais-je, vont être sensibles à ce manque d'outillage. Et ils disent, mais dans le fond, on pourrait penser à un travail collectif pour réutiliser des stratégies. Appelez ça de la propagande. Bien sûr, ça peut être de la propagande. Une partie de la communication est une forme de propagande. Alors, ça a été mis en place par des Arméniens d'Arménie. Ça a tenté d'être mis en place, pas en France, par des gens qui ont formé le second Armaras. Le premier Armaras, c'était plus une sorte de think tank. Le second Armaras, c'est un outil justement de communication qui avait été mis en place. Mais bon, malheureusement, manque de moyens, les gens s'investissaient à 100%, mais ce n'était pas non plus suffisant. Voilà, donc pour dire que ce que révèlent nos enquêtés, c'est que le groupe communautaire arménien, c'est une entreprise sociale. Et comme toute entreprise sociale, ça exige un effort constant de reconstitution. L'appartenance, elle est là aussi pour décrire, comment dirais-je, l'identité sociale d'un sujet. Elle se réfère au fait que les individus sont situés socialement quelque part, qu'ils appartiennent à des catégories sociales données. L'être arménien, ce n'est pas un grand fourre-tout, un grand sac dans lequel on a mis tous les Arméniens et qui, au moment T d'un moment très important, ressortent un peu comme ça, de façon désordonnée. Donc, il ne s'agit pas seulement d'appartenance à un groupe ethnique, il s'agit aussi d'engagement. Quel engagement peut susciter cette appartenance? Et c'est aussi ça qui a été questionné. Aujourd'hui, c'est sur un mode plus subjectif que l'on s'engage. L'identité ethnique n'est plus le seul mode d'appartenance des jeunes Arméniens, de la diaspora d'ailleurs, ni des moins jeunes d'ailleurs. Et ce surinvestissement réduit les identités à une seule, ce qui peut entraîner un désir de désaffiliation. Et qu'est-ce qui se joue autour de cela? Et qu'est-ce qui s'est joué autour des invectives? Parce qu'à un moment donné, évidemment, imaginez qu'il fallait analyser, récolter, on a des milliers de messages, certains d'une agressivité extrêmes les uns contre les autres, entre les buveurs de champagne des soirées de Macron, les autres, les gauchistes perdus, on ne sait pas où. Il y a eu des invectives invraisemblables. Et ça a entraîné vraiment, sur les 300 personnes rencontrées, on peut dire à peu près 20%. C'est une notion de désaffiliation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est autour de ce concept jouent des valeurs et des devoirs dont on se libère parce que l'on ne se reconnaît plus comme une composante du groupe, parce que l'altérité n'est pas reconnue, ou encore parce que la communauté n'est pas une structure qui relie, ou encore parce qu'on n'y trouve pas ou plus un travail de réflexion. Un travail de réflexion, je dirais, en l'occurrence, restons sur la guerre, sur des pratiques tacticiennes ou des stratégies concernant les enjeux essentiels de la communauté, ou bien encore parce que l'espace social de la communauté n'est pas assez ouvert à de nouvelles expressions. Concevoir, produire de la connaissance, ça a été une chose qui a été soulignée. Mais ce qui est souligné aussi, c'est qu'on a, finalement, on a eu l'impression qu'on n'avait qu'un outil. Alors, je sens, je vais me faire assassiner, mais je dirais que concevoir et produire de la connaissance, autre que les champs habituels du savoir communautaire, c'est une gageure nécessaire pour le groupe arménien. On s'étonne, je suis moi, l'histoire est une science sociale, bien évidemment, mais ce conflit, par exemple, est très peu abordé par d'autres champs de savoir dans les sciences sociales que l'histoire, la géopolitique, etc. Encore une fois, ça étonne tout le monde, ça étonne beaucoup de monde. Et je le répète, il semble que les modalités de déclinaison des identités diasporiques ont aujourd'hui ont une beaucoup plus grande richesse qu'à ma propre génération, par exemple. Et je suis la troisième des générations. Donc, c'est cette prise en compte-là qui semble être importante pour l'ensemble de nos enquêtés. Et je vais conclure pour laisser place peut-être aux questions, aux discussions. Alors, il sortira de toute façon cet ouvrage, je dis fin 2025-2026, vous verrez de façon beaucoup plus, avec des chiffres, c'est à la fois une étude quantitative et qualitative, donc vous verrez des chiffres, des pourcentages, etc., que je ne vous donne pas là, pour ne pas trop vous embêter. Alors, cette communauté arménienne,
elle s'est donnée à voir comme une catégorie explicative et finalement univoque. Mais la guerre, le drame, et je le répète, le drame, et je pense que c'est un cataclysme vraiment, qu'il soit d'ailleurs à tous les niveaux, hein, au niveau émotionnel, intellectuel, etc., euh, que ce soit sur les constructions de processus de paix. C'est très étonnant aussi, par exemple, une des choses, moi, qui m'a personnellement surprise, c'est qu'on ne parle pas de défaite. On ne sait pas comment on sort d'une guerre, en fait. Rien n'est jamais dit sur le fait de sortir d'une guerre. Et il y a des faits quand on sort d'une guerre. On perd, il y a des pertes, mais il y a aussi des pertes symboliques et des pertes matérielles. Les structures de l'État sont aussi remises en question, etc., etc. Ça aussi, finalement, ces notions qui sont importantes n'ont finalement jamais été abordées. Alors, cette communauté-là, dans sa diversité, dans ses enquêtés, je le répète, je ne veux pas ici dire qu'il y a ce serait une prétention sans nom, qu'il y a une, une- une- une analyse particulière suivant les classes sociales, etc. Non, c'est les mots, évidemment, le concept, l'expression va être différente. Mais il y a quand même un fil rouge, un fil conducteur, hein, qui est important. Oui, la communauté, c'est une pensée de catégorie, c'est une catégorie de pensée contextuelle, et c'est ça qu'il faut voir. Parce que le danger qui guette, c'est dans ce cas-là, et ce qui a fait peur à tout le monde, c'est l'essentialisation d'une identité collective. Alors oui, une identité réelle ou imaginée, mais qui a de grandes chances d'être assignée de l'extérieur, y compris du bourreau lui-même. Et ça, on l'a vu durant cette guerre, on l'a, on l'a noté, puisque ça a été aussi, vous verrez que c'est aussi une des spécialités d'un des chercheurs, c'est la communication de l'autre, c'est donc la communication des discours de Aliyev, hein, comment est montré l'arménien. C'est une chose qui est assez intéressante. Et vous verrez comment ces arguments sont facilement utilisés aussi par les négationnistes que par des acteurs politiques nationaux ou internationaux. On détourne, c'est très facile, on l'a vu beaucoup sur Twitter, détourner les revendications arméniennes pour n'en faire que des compulsions identitaires. Donc, on sort ce qu'on va définir comme la cause arménienne du champ politique pour le remettre, encore une fois, dans le champ humanitaire, c'est-à-dire dans le fond, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ces artsakiotes là? C'est juste des empêcheurs de tourner en rond, quelques névrosés et point à la ligne. Donc tout combat, et ça s'est avéré évident, tout combat est aussi un combat intellectuel. D'où la nécessité pour l'entièreté de notre panel de trouver, d'avoir des discours construits et réfléchis qui ne sont plus que des slogans inutiles et creux, mais qui sont vraiment là, préparés, déjà mis en place à partir d'une réflexion pour justement, quand arrivent des moments de notre histoire aussi terribles que celui-ci, avoir au moins un minimum de préparation finalement. Alors, ce discours construit n'est pas des discours de conformité sur le devoir de mémoire, et c'est ce qui est aussi précisé très souvent. Les discours dont nous avons besoin, ce narratif, revoir le narratif arménien, ce n'est pas non plus nous imposer des discours sur le devoir de mémoire. Et si je dois faire preuve de loyauté identitaire en tant qu'Arménien, c'est en réfléchissant à une structure d'action dans un actif d'appartenance. Je vais être très cru, et c'est moi qui parle là, de façon très subjective, je n'ai besoin de personne pour me rappeler de ma famille et de mes grands-parents extraordinaires. Je n'ai besoin de personne, ce n'est pas ça dont j'ai besoin. Donc il est évident que l'appartenance à une communauté ne fonctionne pas sur les mêmes modalités que la citoyenneté, ça c'est certain. Cela demande justement une réflexion à la fois sur les spécificités praticiennes de la communauté, mais aussi sur des pratiques tacticiennes, ce qui est la demande aussi de l'ensemble de ces personnes enquêtées. Alors les liens collectifs intracommunautaires semblent être questionnés. On voudrait qu'ils ne reposent plus sur des présengagements communautaires, hein, mais qu'ils se constituent dans une réflexion collective qui déboucherait dans des actions collectives. C'est une affaire de réseau, hein, politique, économique, qui rend finalement, on a toujours l'impression, dans le fond, et c'est ce que nous disent notamment beaucoup les Ayastansi, on a toujours l'impression que quand on parle, j'étais à Lyon, j'étais aussi à Toulouse, j'ai aussi été à Bordeaux, on a toujours l'impression, vous voyez, que quand c'est un entre-soi, c'est un entre-vous de diasporique historique,
de la diaspora historique, vous vous parlez entre vous, vous décidez entre vous. Nous ne participons pas. Et finalement, vous êtes un réseau. C'est-à-dire que vous vous connaissez, lui, monsieur connaît l'autre, de telle association, de telle association. Et dans le fond, le reproche qui est fait, c'est que ce fonctionnement en réseau, eh bien, il rend invisible une unité sociale du groupe, ou il rend invisible son absence. Et on ne peut pas travailler là-dessus, puisque dans le fond, c'est jamais questionné. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui, évidemment, ressort de façon assez récurrente. Et puis, il y a eu cette idée de la mobilisation. Hein. Je me mobilise et on se mobilise. Donc ça, c'était l'importance de la mobilisation était très important. Mais les gens se sont dit aussi, ben, on se mobilise, pourquoi? Pourquoi on nous demande de venir, on devrait être 3000, 5000, 10 000, on est 400. Alors ça, j'y mettrais juste un bémol en disant qu'il faudrait remettre cette notion de la militance, ces moyens de la militance, ces modalités de la militance, dans quelque chose de plus général, qui est comment milite-t-on aujourd'hui en France? Et ce n'est pas propre aux Arméniens que malgré des mots d'ordre importants, etc., le nombre soit moindre par rapport à ce qu'on espérait. Et puis aussi parce que il faudrait interroger les Arméniens sur un certain nombre de pratiques de leur propre militance et de leur propre euh, prise de position dans les affaires communautaires. Je voulais mettre une autre photo que celle que j'ai mise là pour l'annonce. C'était des photos qui ont été tirées des manifestations à Marseille, des archives de Web Aram sur les manifestations à Marseille en 83-84. Là, vous aviez des milliers de... Et ce qui était intéressant, c'était de voir des jeunes, des vieux. Moi, j'étais avec mon arrière-grand-père, imaginez-vous. Aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait envisageable. Mais ce n'est pas quelque chose qui est typique à l'arménien. Par contre, ce qu'il faudrait peut-être, sur lequel il faudrait peut-être réfléchir, c'est ça, c'est sur les outils et les moyens de mobilisation et les outils de militance des Arméniens. Et pour conclure, beaucoup de gens ont remis en question je ne me suis pas occupé de cela, bien que je n'ai pas approfondi ce thème, bien que c'est un thème pour moi qui sera certainement un thème de recherche dans le futur, c'est le thème de l'intégration. L'intégration de la première génération des Arméniens en France. Alors, c'est un terme qui, évidemment, l'histoire n'est absolument pas antinomique avec la sociologie, ce serait complètement stupide. Ça demande un travail d'archives, effectivement, dans lequel je me lancerai volontiers, mais je n'ai pas approfondi cette thématique-là parce que ça m'entraînait beaucoup trop loin et je n'avais pas les outils pour le faire. Alors, par contre, c'est la remise en question de l'intégration réussie à 100%. C'est-à-dire, oui, nous sommes les parangons de l'intégration en France, nous n'avons jamais discuté, ou peu d'historiens ont discuté notre intégration, on retrouve évidemment les ouvrages de Hanush Kunt, mais peu d'historiens ont mis le point sur qu'est-ce que veut dire, alors le passeport Nansen, on le sait tous, mais le bureau Nansen, qu'est-ce que ça induisait dans le rapport au monde social français, à cette société-là. Et finalement, en interrogeant ces gens, parce que je me suis aussi intéressé à une zone géographique et le 92 Nord dont je suis issu, c'est-à-dire Bois-Colombes, Asnières, avec une communauté qui était une petite communauté, mais assez active. Et je me rappelle toujours de cette réflexion du maire de Bois-Colombes quand j'étais jeune. Ah là là, votre grand-mère, c'était une vraie casse-pied. Alors, je dis, ma pauvre grand-mère Rose, qui était vraiment loin d'être comme moi, logoréique et kikimante, quelle question? Eh bien, c'est tout simplement l'obtention des masques à gaz. L'obtention des masques à gaz a fait parce qu'on ne donnait pas des masques à gaz à ces femmes arméniennes dont les maris étaient toutes pratiquement au front, et certaines deux des maris d'ailleurs seront prisonniers, on ne leur donnait pas de masques à gaz. Et il y a vraiment une montée au créneau, à tel point que c'est rentré dans les archives de la mairie de Bois-Colombes que j'ai pu retrouver. Et quand j'ai interrogé, enquêté sur les personnes un peu les plus âgées de ce 92 Nord, qui étaient, ne l'oubliez pas, des ouvriers, qui travaillaient aussi pour la plupart, qui travaillaient dans les usines Hutchinson, usines Michelin, usines Citroën, etc., il y avait cette notion de l'intégration. Finalement, non, ce n'est pas une intégration si totalement réussie. Alors pourquoi je dis ça? C'est que je me suis aperçu dans le fond que même dans ma famille, on tenait très loin
toute revendication sociale ou politique. C'était quelque chose qui ne devait pas rentrer dans ce bloc monolithique. Et dans le fond, ce groupe arménien, comme toute communauté, évolue finalement volontairement ou pas. Et qu'est-ce qui était pour moi, pour moi, il y avait un franchissement là, au moment de la guerre, à l'adaptation au discours dominant à l'intérieur des frontières de la communauté comme à l'extérieur. Ce bloc monolithique, dans le fond, le désarroi de cette guerre, le drame de cette guerre, il en a fait bouger les frontières. Et l'homogénéisation du groupe n'était pas forcément, plus forcément d'actualité. Alors, bien sûr que favoriser le travail pour la reconnaissance du génocide est quelque chose qui est important. Mais il ne fait plus oublier d'autres critères d'appartenance sociale et politique, sans oublier les diverses façons de penser la diaspora, mais aussi de se penser en diaspora. Donc, pour conclure, hein, je ne vais pas, on pourra rester très longtemps, ce qui a été pour nous, et pour moi évidemment en particulier sur ce sujet-là, très important, c'est cette notion de l'évolution nécessaire, que finalement rien n'est donné par... Nous ne sommes pas un groupe par nature. C'est que cette identité-là, identité collective, comme une identité personnelle, se fait contre, avec, dans un temps donné, dans un contexte historique donné, à un moment donné. Il n'y a rien de fixiste. Et ce qui finalement a été contesté, c'est tout un aspect de vision fixiste. Finalement, mais comment se fait-il que vous n'étiez pas au courant d'eux? Mais comment se fait-il que l'on n'en ait pas su que? C'est-à-dire, ça a été une interrogation pour les 300 personnes rencontrées, une interrogation à tous les niveaux, une remise en question très importante. Et ce qui est aussi important, c'est que l'ensemble des enquêtés, à quel que soit leur âge, quel que soit leur milieu socio-professionnel, ont évidemment se battront jusqu'à la fin pour l'Arménie, pour la survivance de l'Arménie. Mais en même temps, ont aussi compris que construire des infrastructures en diaspora fortes, une réflexion en diaspora forte, des outils de connaissances en diaspora forte, une boîte à ressources forte en diaspora est aussi une chose importante pour favoriser et consolider un lien État-diaspora, diaspora-État. Alors que même l'Arménie elle-même se questionne sur son État, sur le développement de son État, et à juste titre, de façon très légitime, qu'elle ensuite c'est sa problématique à elle, c'est un État indépendant, mais dans cette volonté de dialogue État-diaspora, diaspora-État, que tous soulignent évidemment comme nécessaire, si évidemment nécessaire, il y a une volonté de réflexion, de changement et de sortir du fixisme. Voilà. J'ai été, comme d'habitude, extrêmement long, je pense, oui. Je vous prie de m'en excuser au cas où. Ah non, je crois que ça n'a pas été très long. Enfin, il y a quand même encore beaucoup de temps Ah, pour des prises de parole. C'était bien, Alain, oui. Merci beaucoup. Merci. Moi, je sais pas. Bah, Moi, vas-y, je te laisse. je veux bien, merci beaucoup. L'exposé a soulevé des tas de problèmes. Alors, tu disais, il n'y a pas de nouveauté dans ces questionnements. Je me rappelle, il y a d'autres moments historiques où il y a eu aussi peut-être des cataclysmes moins forts, mais quand même des secousses. Alors, je pense à la décennie terroriste, hein, à la période de la Salah, où il y a eu aussi ces rencontres autour de la question de la diaspora, de la diasporicité, des trucs de l'ICOM, enfin, où on s'est posé ces questions-là pour une période qu'on connaît, nous, enfin, une partie des gens qui sont présents ont vécu, je ne parle pas du passé plus ancien, aussi au moment du séisme où il y a eu aussi ce questionnement sur les relations Arménie-diaspora. Je pense aussi au moment de l'indépendance, qui n'avait pas toujours été voulu par tous. Enfin, voilà, donc il y a eu d'autres moments de ces questionnements, de ces prises de position. La première guerre du Karabakh aussi, les manifestations voilà, les premières manifestations et après. Alors j'avais une première question pour savoir est-ce que à travers ces enquêtes, on voit
une évolution, peut-être justement à travers les panels des plus âgés? Est-ce qu'il y a eu un changement ou est-ce qu'on reprend aussi un même cycle de questionnement un petit peu sur ces questions-là aussi, justement, de remise en cause de l'appartenance, de questionnement sur les relations Arménie-État? Une autre question que j'aurais voulu poser aussi, c'est sur est-ce qu'il y a une spécificité française? Puisque il y a aussi des enquêtes Allemagne, Italie, etc. Mais je pensais aussi quand même, alors il y a les États-Unis bien sûr, mais ça c'est encore autre chose, mais je pensais quand même à une diaspora qui est de fait la plus importante diaspora, c'est la diaspora de l'ex-URSS, hein, la diaspora en Russie, la diaspora des pays de l'Est. Alors là où justement il y a une relation avec l'Arménie qui est de nature différente parce qu'ils sont à la fois plus proches et plus lointains. Enfin, je veux dire, voilà, il y a un autre. Alors est-ce qu'il y a une spécificité française? Parce que est-ce que ça c'est et donc ça, c'est diaspora, Scalville, pareil. On parlait des Arméniens de la diaspora versus les Ariastanti en France versus la diaspora historique. Moi, je constate qu'en fait, ils reprennent exactement les mêmes schémas d'organisation au bout de très vite. Et c'est-à-dire que les reproches qu'ils font, enfin, ils reproduisent la même chose. Je pense, exemple par exemple d'un ami qu'on connaît, Gary Galcian, qui s'est installé à Lille et qui a recréé une association. Enfin, les mêmes types de fonctionnement, de réflexion, etc. Donc on apprend aussi on apprend à être diasporique. C'est ça. Et, et donc, et donc cette idée aussi serait peut-être à creuser. Et puis sur la question alors, il y a des choses qui m'ont fait penser à l'ouvrage d'une autre sociologue que tu connais sans doute, Annie Bacalian, From Being to Feeling Armenians. Donc, comment, voilà, donc, bon, c'est un ouvrage qui a déjà quelques années, hein, qui a déjà une trentaine d'années, si mes souvenirs sont bons. Donc, il y avait déjà des éléments comme ça. Alors, je pense aussi, on a parlé de l'Arménie, mais est-ce qu'il y a eu des réflexions, enfin, dans le panel, ou est-ce qu'il y a eu des éléments sur ce qui se passe dans les autres diasporas, notamment au Proche-Orient, par exemple la crise au Liban dans les années, enfin la guerre civile, la Syrie, je veux dire la disparition des Arméniens de Syrie, hein, où les Arméniens de Syrie ont été, ou ceux d'Ukraine aujourd'hui, qui sont confrontés à d'autres guerres. Là, on parle de l'Artsakh, mais qu'est-ce qu'il y a eu des éléments sur les Arméniens confrontés à d'autres violences en tant que minorité ailleurs? Et donc ça, c'est un élément, enfin voilà, c'est une question que voilà, est-ce que ça apparaît dans ces enquêtes? Et puis, alors pour la doctrine, les doctrines stratégiques, il faudrait aussi que l'Arménie ait une doctrine stratégique, hein. Moi, j'ai un peu regardé ce qu'elle a dans son, ce qui est d'ailleurs sur le site du ministère de la Défense de l'Arménie. Bah, ça va très loin. Et l'un des éléments, d'ailleurs, mis en avant, et d'ailleurs que font les Russes aussi, bah, parce qu'on retrouve ça dans les schémas de défense, enfin de doctrine de la sécurité nationale. Et donc la stratégie on trouve l'arménologie, l'histoire, les études. Donc c'est pas propre à la diaspora. Donc l'usage de l'histoire est aussi utilisé comme par ces États-là, hein, la Russie au premier chef. Et on le voit d'ailleurs avec abus et désabus d'histoire. Donc voilà, est-ce que finalement la diaspora ou les communautés ou enfin ce qu'on appelle fonctionnent finalement si différemment? Et enfin, moi je me posais la question de savoir quel serait il ne faudrait pas réfléchir aussi justement sur... alors nous, on a une certaine image de l'autre, hein, de l'ennemi, bon, à laquelle il faudrait d'ailleurs s'intéresser, mais de l'inverse, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas aussi des fantasmes de l'autre côté et on ne s'est pas beaucoup interrogé, enfin, bien sûr, on sait qu'il y en a, mais qu'on ne s'est pas tellement intéressé à ces... Tu évoquais le fait comment ils avaient un récit national tout près, etc. Oui, oui, oui. Mais il y a aussi un fantasme sur la force de la diaspora, sur pour ça qu'on veut l'écraser, alors qu'il peut être à utiliser en sens inverse, hein. Absolument. Et sur l'image de l'Arménien en dehors enfin, des trucs, des schémas très 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 connus, enfin, qui sont un petit peu qui reproduisent d'ailleurs souvent les clichés de l'antisémitisme. Quel est l'imaginaire turc, azéri des Arméniens et ça vaudrait peut-être le coup. Et puis bon, ça vaudrait peut-être le coup de l'explorer. Et puis sinon, effectivement, les évolutions, en fait, elles sont en contexte de l'évolution des sociétés. Alors, l'image de l'intégration des Arméniens, j'ai un peu travaillé avec justement dans l'ouvrage qu'on avait fait avec Anouch Kuntz, où j'ai essayé de refaire la synthèse, Oui. hein, sur. Mais c'est enfin, je l'ai fait d'une autre façon, pas simplement l'intégration au fil des machins, mais dans le paysage public. Comment ça s'est fait? Parce qu'il y a il y a des discours très contradictoires au même moment.
hein, entre l'arménien très intégré ou au contraire qui s'intégrera jamais. Mais il y a surtout des phénomènes de l'arrivée d'autres vagues de migrants qui refont remonter en respectabilité C'est ça. certains. Et ça se passe aussi à l'intérieur de la communauté. Donc il faut le faire en contexte français ou anglais ou suisse ou que sais-je, italien, c'est-à-dire que c'est en fonction de l'image de l'étranger, de l'étranger désirable ou indésirable qui varie au fil du temps. Donc les Arméniens, ben, ça s'adapte à ça aussi. Donc à un moment donné, c'était l'abomination de la désolation, c'était voilà, des orientaux, levantins ou que sais-je, fourbes ou tout ce qu'on veut, hein. Ils n'ont pas toujours été les gentils, même au moment des massacres. Donc il y avait les arménophiles, mais il y avait des arménophobes. Et puis voilà, après il y a eu d'autres vagues qui ont fait oublier, hein, mais les mêmes discours d'acceptation. Donc l'acceptation, donc les Arméniens s'adaptent aussi à ça. Donc c'était un peu le... Et puis sur les clivages, moi je pense aussi à l'ouvrage de Rafi Dajgahaik, où déjà à Mhm. son époque, au 19e siècle, il y a ces clivages et ces choses, enfin, enfin, ce qu'Anouche Dukin justement a bien travaillé, des sociétés d'empires différents et des sociétés... Voilà, donc il y a un peu côté fragmented, Ouais. pour reprendre le titre d'un autre ouvrage euh, enfin j'oublie son nom de cet auteur arméno-canadien, Fragmenting Dreams de la diaspora. Mais malgré tout, voilà. Enfin voilà, donc c'était question un petit peu en vrac, mais qui, voilà, suscité voilà, par cette présentation très, très stimulante. Alors après, les effets pervers de ce qui se passe sur les réseaux, alors je sais bien que c'est la nouvelle norme. Bon, moi, je suis pas sur les réseaux, donc je suis un petit peu, je suis un petit peu, voilà. Je suis même pas à être vaccinée parce que je j'ai pas de compte Facebook, j'ai pas de compte Twitter. Je regarde de temps en temps les choses, mais bon, il y a ces effets un petit peu quand même pervers d'être des révolutionnaires ou des influenceurs de salon sans faire grand-chose, hein. On parlait des révolutionnaires de salon, un peu aussi comme on disait, Charting Pushrank. C'est très facile aussi derrière un écran de dire tout et n'importe quoi. Après, est-ce que ça n'a pas, au-delà de la désaffiliation, est-ce que ça n'a pas des effets pervers encore, bon, encore pire? D'abord de se découvrir, au lieu d'y penser toujours, n'en parler jamais, d'en parler toujours, n'y penser jamais, comme dirait l'autre. Enfin voilà, moi je suis très, voilà, je dois être très vieux jeu, mais je vois quand même tous ces effets pervers, et en plus des discours de haine, d'agressivité dans tous les sens qui se déversent, mais qui finissent par avoir Oui. des influences sur le mental, enfin sur. Ah oui, Ben voilà, bon, merci pour en tous les cas. merci Claire. Anou, je sais pas, Au micro. Excuse-moi, oui. Peut-être que je pose aussi des questions complémentaires, comme ça tu pourras répondre à tout en même temps, Alain. Justement, c'était pour venir. Donc, toi, tu nous expliquais que finalement, c'est par rapport à ta méthode. Tu nous expliquais qu'en fait, tu avais 300 répondants, mais que tu t'es concentré sur 80. Est-ce que ça veut dire que tu as observé en fait online 300 personnes et que ensuite tu as pu échanger de manière plus qualitative avec 80 d'entre eux, c'est ça que ça voulait dire quand tu faisais 300 versus 80? 300 parce que c'est énorme. Et puis, bon, le chiffre était, au départ, si tu veux, en fait, oui, c'est 300 personnes choisies, pas choisies au départ, donc 300 personnes qui interviennent dès le début de la guerre sur Facebook, Twitter. Ensuite, à partir de là, on Que vous va. décidez de suivre. Ah, vous décidez de suivre Oui, moi, je décide 300 de personnes. suivre, Voilà. voilà, on est trois. On décide de suivre ces 300 personnes qui interviennent souvent, qui interviennent de façon personnelle sur leur propre page ou qui sont en permanence à répondre à d'autres. Donc, on les suit, on arrive à les suivre. Donc, 300. Et ensuite, c'est 80 personnes, effectivement, qui vont être vraiment les enquêtés avec comment dirais-je, le questionnaire semi-ouvert, ensuite les rencontres, ensuite la grille d'entretien, enfin les entretiens jusqu'à la rencontre. Ok. Mais dans la rencontre,
on tiendra quand même, quand on se déplacera, enfin je me déplacerai, là je serai seul ou à deux à se déplacer, on rencontrera les personnes même que nous n'avons pas enquêtées malgré tout. Parce qu'elles se trouvent, par exemple, dans le 92 Nord, comme c'est vraiment une région que je connais bien, on a rencontré là 25 personnes, par exemple, dont deux simplement sont enquêtées. Dans l'ouest de la France, on a essayé de rencontrer le maximum de personnes parce que c'est là où on s'est aperçu qu'il y a le moins de personnes, d'individus d'origine arménienne qui se retrouvent dans des associations. Hein, sont donc là plus, voilà. L'Ouest, c'est une mine d'or, je dirais, pour tous ceux qui ne sont pas vraiment dans toutes ces voies arméniennes qui sont nulle part, en fait. C'est là aussi, alors très curieusement, la région PACA, évidemment, je connais aussi très bien. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'Arméniens qui sont finalement, j'étais très étonné, alors qu'il y a une grande densité d'associations de tous les niveaux, de droite, de gauche, de tout ce qu'on veut. Il y a aussi beaucoup d'Arméniens non affiliés. Et il y a aussi là, c'est là où j'ai rencontré aussi, finalement, c'est très drôle, ça m'a énormément choqué, en fait, finalement, enfin, très, très nombreux, ils ne sont pas très nombreux, une dizaine de personnes ne fait pas non plus un panel d'une population entière, mais j'ai là rencontré des gens qui ne voulaient pas du tout que l'on parle de leur identité arménienne. Mais c'était pourtant des gens qui avaient des noms en Mais yan, mais qui s'exprimaient sur les réseaux sociaux. qui s'exprimaient sur les réseaux sociaux de manière parfois très virulente contre la guerre, contre tout. Mais dès je les a rencontrés, il y a même un monsieur qui m'a dit, alors si c'est pour qu'on parle de l'identité arménienne, je ne suis pas là pour ça. Hein. J'ai dit, bon, ok, pas de problème. Donc ça a été très surprenant de voir des gens qui, parce que justement, ils étaient interpellés par les médias, par exemple, la façon dont les médias abordaient ce conflit. Par exemple, le droit international l'intéressait, etc. Mais surtout pas l'identité arménienne. Alors ça, c'est un truc qui m'a quand même étonné. Alors, Merci. en complément aussi des questions de Claire, et après je te laisse répondre, hein. Enfin, je voulais savoir si tu pouvais nous dire un mot aussi sur bah, justement la récupération ou l'envie en fait de coordonner tous ces efforts online par des organismes plus établis. Parce que moi, je me rappelle aussi justement ben, pendant ces moments-là qu'il y a eu plusieurs efforts voilà, de mettre en place ce qu'ils appelaient des task force, enfin, tu vois, quelque chose comme ça. Donc, est-ce que tu pourrais nous en parler voilà, enfin, cette différence entre ces mouvements plus spontanés et puis cet effort que certains ont eu un Oui, petit peu d'organiser tout on ce fera des mouvements. online. Pardon? Oui, Ok. on en Euh, fera passablement. et puis, j'étais curieuse de savoir si est-ce que vous avez observé en fait les effets de cet engagement digital, enfin numérique. Est-ce qu'après ça s'est traduit dans la durée? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a eu voilà, des gens qui finalement ont émergé à ce moment-là et après ça s'est transformé et ça s'est poursuivi après? Voilà. Est-ce que ça, en tout cas, vous avez eu la possibilité de l'évaluer, c'était ou de le sonder? Voilà. Ouais. Alors, je vais commencer par Claire, par tout ce qui a été dit par Claire, notamment pour la tranche d'âge la plus élevée. Donc, au moment de pour la plupart des enquêtés. Donc, quand j'ai la tranche la plus élevée, c'est ma tranche d'âge. Hein, ça va être de 55, on va dire 60, allez, 60 à 75 ans. Donc, les gens qui ont, comme moi, par exemple, qui ont connu leurs grands-parents, qui ont connu certaines périodes, etc. Donc là, tout de suite, il est clair que la mémoire du génocide, elle est éminente, elle est évidente, elle arrive immédiatement. C'est Genegoske-Sigor, ça va de nouveau être ça. C'est de nouveau la dénomination de l'ennemi était aussi très intéressante. Tout de suite, par exemple, là, dans cette tranche d'âge, l'ennemi est déterminé. C'est-à-dire qu'on ne l'appelle pas, d'ailleurs, c'est aussi une question de sémantique, on va dire le turc. Mais le turc, c'est pas forcément que le turc, mais turc. Alors souvent, je disais, mais qu'est-ce que vous voulez dire par turc? Parce que c'est azerbaïdjanais, c'est turc. Alors là, dans la sémantique, ça devenait tout de suite le turc. Donc déjà, le turc. Ensuite, ça renvoyait effectivement et évidemment à l'exil, au génocide. Et qu'est-ce qui était la grande peur? C'est la perte du territoire. C'est aussi la notion de perte. Alors ça, la perte, c'est un mot qui revient beaucoup. Alors là, vous verrez qu'il y a aussi dans ce livre quelque chose autour de la sémantique. Là, je n'en ai pas parlé ce soir, mais bon, les mots sont importants. Les mots ont une histoire, hein, évidemment. La sémantique a une histoire. Et cette terminologie de perte, d'exil, génocide, tout le temps. Le terme génocide revient
en permanence pour cette tranche d'âge-là. Et ça, c'est quelque chose ils ne sont pas capables, au départ, il y a une sidération. Donc, ils ne sont pas capables, dans les 3 premières semaines, d'entrevoir autre chose que tout ce qui est géopolitique, tous les gens qui vont parler du rapport Russie, Arménie, etc. Ça ne les intéresse pas. Ce qui, eux, vraiment, c'est l'émotion. Alors, il ne faut pas, là, je ne vais pas parler de la sociologie des émotions, mais il ne faut pas minimiser l'émotion. L'émotion est une chose importante, hein. On ne va pas développer ça ici, mais elle a été évidemment dans tout le processus durant la guerre et après un outil important. Pour cette tranche d'âge-là, elle est essentielle. L'émotion, on fonctionne dessus. Par contre, il est intéressant de voir que il y a sur un tiers des personnes de cet âge qui parlent beaucoup de génocide, etc., il y a une interrogation, encore une fois, on voit là le degré, une interrogation sur les politiques mémorielles. À quoi ça sert d'avoir fait tout ça? À quoi ça sert qu'il y ait reconnaissance du génocide, nanana? Là, c'est dans cette tranche d'âge-là que nous retrouvons la notion d'intégration. On a fait la guerre, on a travaillé là, on a donné notre travail, notre sang pour la patrie française. Naye, imam, pametchenergor meziamar, ils ne disent rien. Le discours, et c'est là encore une fois que tout est contextuel, que tout ne peut pas, même évidemment, les choses évoluent dans le conflit, le discours de Macron à Bruxelles a été aussi un moment important. Quand Macron va annoncer que la France va d'un seul coup, là, il y a eu un changement dans les discours. Ce qui a eu aussi un changement dans les discours, c'est le fait, par exemple, la prise de conscience, par exemple, du nombre. Alors pourquoi? Je vous donne un exemple. Vous avez vu qu'à un moment donné, il y a eu à Lyon des attaques de Turcs contre les Arméniens. Bon, là, c'est sur le sol national. On n'est plus non plus dans une espèce dans un conflit, comment dirais-je, qui est à l'extérieur. Ça se passe à Dessines. D'un seul coup, là, les discours changent. On a des appels, on a des messages. Tu vois, on ne nous protège pas. Nous sommes des citoyens de seconde zone. Mesiamat pam chibilinen, ils ne vont rien faire pour nous, etc., etc. Donc, on est passé dans la tranche d'âge la plus élevée de différentes émotions, mais c'est l'interrogation, effectivement, de comment pouvons-nous amener de nouveau dans l'arène publique quelque chose qui, là, semble un train communautaire, on attaque l'Arménie, etc. C'est une résurgence pour certains de certaines peurs. Genegeske ça commence de nouveau. Donc, ce, c'est ahistorique ce qui se passe au Karabakh. Il n'envisage pas le Karabakh dans un contexte de 2020, dans un contexte géopolitique, politique, historique, de social. Non, d'un seul coup, l'espace-temps est relié. Donc ça, c'est vraiment dans la tranche d'âge de nos enquêtés ce qui a été le plus évident. Décidément, l'être arménien, c'est de nouveau l'être en péril en permanence. Rien n'est gagné. Ça, c'est pour la tranche d'âge la plus importante. Oui, il y a une spécificité française, demandait Claire, oui. Il y a une spécificité française de la diaspora française. Et on le soulignait tout à l'heure, dans le fond, on ne va pas ici en parler, hein. Évidemment, tout le monde, je n'ai même pas besoin de citer Martine Ovanessian, les travaux de Martine Ovanessian, qui ont été des travaux extrêmement importants et précurseurs. Oui, bien sûr. Est-ce que ce terme unique diaspora convient à l'ensemble de la population française que nous avons? Personnellement, moi, je ne le crois pas. C'est pour ça que j'essaye d'utiliser le terme diaspora au pluriel, mais il est vrai aujourd'hui, par exemple, que dans ce conflit, il y a eu beaucoup de discussions entre Ayastansi et d'autres, et les autres diasporas. La diaspora historique, mais aussi la diaspora moyen-orientale des années 70-80, où les Ayastansi disent nous ne sommes pas assez intégrés, on ne nous entend pas assez. Donc le conflit a été aussi une interrogation à cette intégration-là. Par contre, il faut souligner, mais Claire, je n'ai pas besoin de redire ce qu'a dit Claire, les schémas d'organisation sont des schémas d'organisation très vite calqués. Donc, il n'y a pas non plus une originalité voilà. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est va très vite se mettre en place. C'est-à-dire que vous êtes arménien, ok, bon, vous pouvez être arménien, être pro-Pachinian, contre-Pachinian, etc. Après, très rapidement, le discours sur les médias
sur les réseaux va tourner entre pro-Pachinian contre Pachinian. Pas au début du conflit, puisque là, il y a encore une fois, le conflit, de toute façon, génère une solidarité. Il faut dire aussi que dans la communication arménienne, il y a un très gros défaut, hein. Je crois que la stratégie de guerre, ce n'est pas quelque chose qu'ils connaissent vraiment. Donc, la licéité du secret, ça a été quelque chose, une politique qu'ils ont menée. Pardonnez-moi, vous pouvez pas, vous allez bien comprendre que les gens réagissent quand un coup, à un moment donné, au moment où il y a une déclaration qui vous dit la guerre pouvait s'arrêter dans les 5 premiers jours. Bah, vous dites ça à un moment où il y a plusieurs milliers de morts. De votre communication, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Donc, cette communication-là, il y a aussi le fait qu'il y a un échange. Enfin, je veux dire, les gens voient, les internautes voient ce qui est dit officiellement par l'Arménie, par l'Azerbaïdjan. Et on va venir tout de suite après, parce que je pense que c'est très important ce que soulignait euh, oh mon Dieu, Jean Béguet, ce que soulignait Claire par rapport au discours performatif de Aliyev, et on va y revenir. Mais là encore, il y a, si vous voulez, on est dans la réaction aussi. Vous dépendez des informations que vous recevez des journaux. Mais les journaux disent quoi? Les journaux disent tout le temps la même chose. Pendant très longtemps, les journaux de gauche ne se sont pas intéressés. Hein, il n'y a que le Parti communiste et Pierre Ouzoulias qui ouvrent la bouche. Donc c'est finalement, grand merci au Figaro et à d'autres journaux plus d'extrême droite ou d'autres journaux de droite. Donc l'information, elle est une information que les gens reçoivent, mais avec quels outils pour comparer? Il faut parler anglais pour aller à autre chose. Bon, certains, c'est intéressant, moi j'ai enjoint des gens qui parlaient turc à aller voir les médias turcs, parce que même si ce sont des médias officiels, etc., c'est toujours intéressant de voir ce qui est dit. Parce que vous voyez aussi comment l'autre voit, et quand même un des éléments importants de ce conflit, c'est quand même la Turquie, qui est quand même avec des gens très, 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 très bien formés. Il faut arrêter de penser que les Turcs, ils mangent que les babouches et le sucuk pastırma. Ils sont très, 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 très spécialistes de la communication, universitaires de haut niveau, et des stratèges de haut niveau. Donc, c'était intéressant pour moi d'être aussi sur les médias turcs. Donc, on voit là aussi que la communication arménienne est une communication qui ne sait pas utiliser les fenêtres. Je m'en réfère, je parle là sous l'égide de Claire et d'autres et des personnes dans le public, mais je vais peut-être dire une bêtise, arrêtez-moi si j'en dis, mais je pense qu'il y a dans des moments d'histoire des fenêtres qui s'ouvrent. Hein. Et notamment, il y a eu un moment dans ce conflit, dans le post-conflit, une fenêtre qui s'ouvrait. Pourquoi? Notamment au niveau des valeurs, au niveau de tout ce que le monde occidental aime bien montrer comme universaliste, etc. Donc, il y a eu un moment, une fenêtre qui s'est ouverte. L'Azerbaïdjan a fait certaines erreurs de communication. Et là, s'il y avait une politique communicationnelle intelligente, on pouvait s'y engouffrer. On ne s'y engouffre pas. Donc, ça devient ensuite, très rapidement, pro-Pachinian, contre Pachinian, Pachinolu, Chemkederinch. Ça devient vraiment autour d'un gouvernement et ça n'a pas vraiment d'intérêt. Mais pour dire la spécificité, oui, il y a une spécificité française. Parce que, je le dis toujours, nous sommes français, grandis dans une culture, grandit dans un certain système politique, avec une idée de la démocratie, etc., etc., etc. Et on voit, par exemple, moi je me suis intéressé, évidemment, parce qu'à ce moment-là, j'ai donné des cours aux Italiens, aux diasporas italiennes, qui sont beaucoup plus éparses, construites différemment, enfin, etc. C'est pas du tout la même chose. On n'aborde pas du tout la chose. Par exemple, dans le sud de l'Italie, on ne discute même pas. C'est-à-dire que c'est aussi une spécificité, je dirais, des Italiens d'origine arménienne. L'adhésion ne se discute même pas jusqu'à la fin. Aujourd'hui encore, s'il y a des discours qui peuvent paraître étonnants de Pachinian, on ne les discute pas. Donc la spécificité française, oui, c'est que nous nous développons dans une culture, un contexte politique, social, économique, etc., qui est la France. Mais il y a une spécificité française. Ensuite, j'aimerais vraiment, comment dirais-je, dire une chose qui est importante. C'est que le fait, ce qui a manqué, c'est qu'il faut savoir penser une défaite. La défaite, ce n'est pas simplement un phénomène militaire. C'est un moment qui révèle des ruptures et des continuités. Il ne faut pas l'oublier. Quand on me dit, mais Alain, pourquoi tu parles de défaite? On a juste perdu une bataille. Non, les gars, vous n'avez pas perdu juste une bataille. Vous avez perdu une guerre qui vous a coûté la vie de 5000 personnes. C'est pas, non, on a juste perdu une bataille. Ça provoque donc de multiples failles, provoque de multitudes de comportements. Et c'est bien
ça qu'il faut entériner, qu'il faut analyser, qu'il faut voir. C'est très important pour notre communauté, mais c'est tout aussi important pour l'Arménie de le faire. Il n'y a pas ici à dire que la diaspora doit seule faire un travail, nanana, nanana. Non, loin de moi cette pensée. L'État a tout à fait à faire un travail. Mais ce qui est important aussi de noter, c'est que euh, quand il y a une défaite, quand il y a une perte, hein, c'est qu'il est normal qu'une partie de la population arménienne en diaspora comme dans le pays va douter des fonctions régaliennes au sein d'un conflit citoyen-État, par exemple. Moi, je suis toujours amusé comment la diaspora, dans ces cas-là, mais même l'État, bon, l'État minimise, par exemple, un mouvement comme le Tavu. Je ne suis pas en train de dire qu'ils avaient raison ou pas, loin de moi, ce n'est pas mon propos. Mais il faut tenir compte de ce genre de choses. Il faut penser bien que la fonction régalienne va être mise en doute à partir d'une défaite. Et ça dépasse la simple revendication. Ça démontre comment on va consentir à la défaite. Et ça demande des stratégies. Et c'est bien ça qui a été questionné par la diaspora à tous les niveaux, finalement. Même aux personnes que je citais après la question de Claire, les personnes les plus âgées. Parce que dans le fond, c'était comment consentir encore une fois à cette défaite? Quels sont les outils que nous avons? Quels sont les mécanismes qui peuvent être mis en place pour consentir à cette défaite? Et il faut arrêter. Après, c'est devenu une recherche de responsables. Oui, c'est Kotcharian, c'est Sarkissian, c'est Terpetrosian, c'est lui, c'est l'autre, etc. Mais ce n'est pas la recherche de responsables qui est la plus importante. Parce que penser la défaite, c'est aussi l'expliquer clairement. Tout ce qui a manqué dans cette période de post-conflit aux Arméniens comme aux diasporiques. Donc, on ne peut pas ramener une défaite, et là je parle encore une fois sous l'égide de Claire hein, ou d'autres qui peuvent m'interrompre et intervenir, on ne peut pas penser simplement une défaite en ramenant ça à un simple une mécanique d'enchaînement sans la replacer dans d'autres logiques. On ne peut pas dire oui, c'est un système oligarchique. Bien sûr que Kotcharian, Sarkissian ont dépouillé, etc., etc., et qu'il n'y avait pas d'armes. Mais pardonnez-moi, y avait-il déjà une stratégie militaire? C'est ça qui serait aussi intéressant de penser. L'Arménie avait-elle une stratégie militaire et l'a-t-elle une stratégie militaire? Bon, la France est en train de l'aider, etc. Donc, il ne faut pas penser que c'est là aussi cette demande qui a été faite, que cette simple mécanique d'enchaînement, on doit la replacer non, avec d'autres logiques. Et cette défaite, elle est finalement présentée à un moment donné, même par nous-mêmes, comme l'ultime manifestation d'une pathologie qui serait héritée de l'ère précédente, chez les Arméniens. Et quant à nous, ça serait la dimitude. Le fait d'avoir été démais pendant des siècles ferait que, bon, ben voilà, alors on arrive à la conclusion de cette affaire-là par la perte de l'Artsakh, par 120 000 personnes sur l'église. Voilà, finalement, la non-explication de rien fait que nous sommes les héritiers de cette pathologie-là, finalement. Donc, on a dissous l'analyse de cette défaite dans une identité collective ou dans les régimes des deux précédents dirigeants. Mais ce n'est pas comme ça que l'on peut finalement faire avancer les choses. Et encore une fois, là, la diaspora, elle ne peut pas faire plus que ce qu'elle a. Elle va réagir avec les outils qu'on lui donne de réflexion et d'information. Si la défaite est repoussée hors du champ militaire de manière floue et dans l'ambiguïté de la sortie de la guerre qu'on est en train de vivre, on ne peut pas reprocher ça à la diaspora. On comprend mieux aujourd'hui certains discours du gouvernement qui tentent à dire, qui font d'ailleurs le discours, j'oserais presque dire, de l'Azerbaïdjan. La diaspora, ces pauvres arriérés qui sont toujours dans le souvenir, dans la mémoire, qui sont rien. Enfin, voilà. Donc, quelque part, ce qui est dangereux, quelque part, ce qui est inscrit déjà dans les propos de la classe d'âge dont on parlait avec Claire, c'est que l'Arménien n'est pas victime par définition, mais qu'on arrive à avoir un discours politique, y compris celui de l'Azerbaïdjan, et on va y venir, ce qui serait normal, mais qu'on retrouve ce discours-là chez nous, ce n'est pas normal. L'Arménien, victime par définition, vaincu dans une sorte de continuité, éternité, finalement rassurante pour tout le monde, hein, puisque dans le fond, on ne va pas se poser trop de questions, on est victime, les autres, ils sont victimes, mais personne ne se demandera où se situent les abus de prérogatives qui sont conférés à l'exécutif. Si vous voulez parler d'un État dont on ne cesse de nous rabâcher que là, le gouvernement veut parler d'un État, mais c'est de ces choses-là dont il faudrait parler. Quels sont les abus de prérogatives d'un exécutif? Quels sont les décalages entre les objectifs annoncés au début de la guerre et la réalité de la résolution du conflit, etc., etc. Donc, ce qui a manqué, ce n'est pas la recherche de responsables, de dire lui est responsable, nous est la responsable, mais il y a ce qui est défini par, je dirais,
le bon fonctionnement d'un État, des structures étatiques, pour redonner un sens au vivre ensemble, ou un sens à la collectivité ici et là-bas. Et encore une fois, il faudrait arrêter un usage antalgique pour nos consciences du vocabulaire humanitaire. Et je voudrais dire, contrairement à ce que dit M. Pachignan, que l'ensemble des diasporas n'utilisent pas qu'un simple vocable humanitaire. Donc ça, c'est déjà aussi une chose qui est finalement révélée par les personnes les plus âgées, mais je dirais de manière, c'est pas une plainte, c'est pas une complainte, ah, Guinée, voilà, voilà, mais quelque part, il y a aussi ça, c'est de dire, mais pourquoi nous, pourquoi il n'y a pas d'explication de cette perte de la guerre? Pourquoi nous n'avons pas, pourquoi est-ce que c'est l'autre qui définit qui nous sommes et la réalité de cette guerre? Alors, je voudrais... Alain, Oui, pardon. comme il va falloir bientôt qu'on arrête, en fait, Oui, pardonnez-moi. est-ce que tu peux revenir un peu sur l'ouvrage et sur ce travail collectif Oui, que vous avez fait? Quand est-ce que ça va sortir et tout? Est-ce que tu oui. pourrais conclure là-dessus? Oui, je vais conclure là-dessus. Pardonnez-moi, je vous prie de m'excuser, mais quand je suis lancé... Tant pis, mais c'est des sujets passionnants sur lesquels vous Alors, séminez. c'est un ouvrage, bon, là, je vous dis tout de suite, c'est le titre qui posait problème, qui ne posera pas vraiment problème, parce que cela tournera autour du numérique, bien évidemment, puisque c'est, comment dirais-je, c'est le militantisme numérique, l'utilisation du numérique, je dirais l'utopie numérique, hein, qui vont être la base de ce sujet. Donc, les chercheurs et les enseignants sont à la base, sont des sociologues, des anthropologues, des psychologues sociaux, etc., mais qui travaillent essentiellement autour du numérique. Je suis finalement le seul qui a utilisé cet outil, mais qui n'est pas spécialiste du numérique, qui est spécialiste des minorités et du politique. Donc, voilà, il y a 8 auteurs dont je peux vous envoyer les noms, il n'y a aucun problème là. Je viens d'oublier entre la grippe et tout le reste, mais ce sont des millions de personnes. Et le livre sortira, là c'est en editing, le livre sortira en anglais et en français. Donc, fin 2025 ou janvier 2026, donc au plus tard, et il sortira au Columbia Press University. Voilà. Félicitations. Ben, c'est moi qui tiens à vous remercier, d'abord parce que c'est un grand plaisir que d'être parmi vous, c'est un grand plaisir d'être avec des personnes aussi éminentes que les personnes que je vois. Merci Claire, merci Anaïd, merci Anouche et merci toutes les autres personnes. C'est pour moi un grand plaisir aussi, et je dois vous remercier de permettre à une approche, qu'il y a des éminents linguistes, des éminentes historiennes, etc., d'une approche un peu plus sociologique, mais les choses se rejoignent. Il n'y a pas de dichotomie entre histoire et sociologie, loin de là, au contraire. Et donc, c'est un grand plaisir, un grand honneur pour moi d'avoir pu présenter cette ébauche de travail ici ce soir. Merci beaucoup. Merci à toi, Alain, et c'était passionnant. Merci infiniment de Merci votre... beaucoup, Alain. Merci. Et Merci. donc, dans un mois pour la prochaine séance. Dans un mois. Alors, Anaïd, c'est qui la prochaine séance? J'espérais que personne allait me demander. Ah, pardon, parce que alors, ok, non, pardon. ça devait être Zeynep au mois de mars. Mais Et Zeynep ne pourra pas. Donc, oui, effectivement, parce qu'on va avoir Danielian à la séance d'avril. Mais là, au mars, ça devrait être Zeynep. Donc, on a en fait une séance disponible si quelqu'un veut présenter quelque chose. Et puis aussi, on est en train on va bientôt faire une sorte d'appel pour des communications pour la journée études arméniennes qui aura lieu cette année le 6 juin. Voilà, donc tout ça va circuler. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. Merci Alain. Au revoir. Merci beaucoup, Alain. Au revoir.